C'est parfaitement notre règle du jeu. Si vous étiez parmi nous ce matin, d'abord une discussion avec les intervenants et ensuite on poursuit cette discussion avec vous qui êtes présents dans la salle. D'abord, je me tourne vers vous, vous qui allez être entre guillemets notre grand témoin. Alors j'ose pas utiliser le terme électron libre parce que ça ferait une transition un peu surprenante avec ce qu'on vient d'entendre, mais plus sérieusement, on va parler d'innovation avec vous. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce terme? Parce que on peut le mettre à toutes les sauces, hein, ce mot innovation. Qu'est-ce que ça veut dire pour BH, l'innovation? Bien, je ne vais pas avoir la prétention de la définir complètement, mais je vais profiter de mon expérience pour témoigner sur le sujet de l'innovation. Je viens de la construction traditionnelle. J'ai passé une vingtaine d'années. Je viens de ce monde qui vit par habitude, qui réalise toujours des prototypes, qui s'enrichit peu des expériences passées, qui subit des retards dans les livraisons, qui subit des intempéries, qui subit de nombreuses réserves à la réception. Et là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'oreilles d'architectes qui connaissent bien le sujet. Voilà, je l'ai vécu pendant de longues années. Et je rêvais d'innovation, justement, dans ce monde qui est passionnant. Le monde de la construction et du bâtiment est passionnant. Je rêvais d'une démarche d'amélioration continue, de maîtrise des délais, de maîtrise des coûts, de maîtrise de la qualité. Et pour cela, j'ai rejoint un industriel, le groupe Beneteau, et donc la maison BH, pour aller dans ce sens et pour faire se rejoindre ces deux mondes. Et pour que chacun s'apporte mutuellement ses richesses, ses propres richesses. Alors tout reste à faire. Pour moi, l'innovation, c'est commencer par changer les habitudes. Et dans le monde du bâtiment, on vit avec de nombreuses habitudes et ce sont des vrais freins à l'innovation. Quand on parle d'industrie, dans de nombreuses mémoires, on parle de la Ford T. Évidemment, depuis, on voit que l'industrie a produit de beaux produits. Et vous le voyez, vous l'avez vu dans les présentations qu'on a pu vous faire, on n'est pas dans cette version du modèle unique, noir et sans intérêt. Donc il s'agit de, si on veut profiter du monde industriel et faire bénéficier le monde du bâtiment de l'innovation que peut apporter le monde industriel dans le monde du bâtiment, il suffit de comprendre, d'être à l'écoute et de comprendre quelles sont les prescriptions industrielles qui permettent justement l'innovation. Aujourd'hui, les marchés traditionnels du bâtiment sont fermés pour moi à cette version des choses, à cette innovation, par des réglementations très très lourdes, par des procédures pas forcément adaptées dans les appels d'offres. Or, l'industrialisation doit pouvoir profiter de ces marchés, et pour ça, il faut changer ses habitudes. Mais attention, je ne dis pas que l'industrialisation est la seule réponse à l'innovation, bien sûr que non. Tout comme on doit savoir utiliser les matériaux dans leur juste destination en fonction de leurs caractéristiques propres, l'industrie, on doit l'utiliser également à bon escient et sur des projets qui s'y prêtent. Mais pour moi, voilà, c'est une des réponses qu'on peut apporter dans la construction, dans le bâtiment. Merci, ça nous fait une bonne introduction à notre discussion. Jacques Venant, l'innovation, bien évidemment, le monde du bâtiment, alors dans sa diversité, puisque c'est un secteur d'activité extrêmement varié, c'est le moins qu'on puisse dire. L'innovation, ça fait partie de vos gènes aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de se dire, bien sûr. Mais je ne l'ai pas précisé, mais j'étais volontairement provocant, mais c'était de la provocation constructive. Tout à fait, non, mais je l'ai pris comme tel. Non, l'innovation, pour moi, l'innovation dans le bâtiment, c'est effectivement l'adaptation. L'adaptation de l'outil de travail. Et effectivement, par contre, là, je suis tout à fait d'accord, on a beaucoup à apprendre de l'industrialisation ou de l'industrie, parce qu'on a à apprendre une organisation qui manque effectivement sur nos chantiers, qui manque sur ce que l'on fait. Par contre, le savoir-faire sera toujours irremplaçable. Et le savoir-faire, il se transmet de génération en génération. Et ce savoir-faire, c'est justement là-dessus qu'on s'appuie pour ne pas faire de bêtises, pour faire les choses le mieux possible. Et on ne peut pas l'occulter. Il faut vraiment s'appuyer dessus. Oui, mais le savoir-faire, c'est pas incompatible avec l'innovation. On est tous d'accord. C'est pas incompatible. On est tous d'accord là-dessus. Pour moi, l'innovation, c'est l'adaptation. Ouais. L'innovation, c'est l'adaptation. Dans tous les corps de métier, il y a des réflexions pour être plus pertinent dans les produits qu'on propose, dans les conceptions que l'on peut avoir en commun avec les architectes. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais au moins, il y a une volonté.
Oui, il y a une volonté, c'est vrai. Alors il y a une volonté qui n'en est qu'à ses balbutiements, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de travailler les uns à côté des autres, mais pas les uns avec les autres. Ce qui est une nouveauté chez nous, qui est une innovation dans le bâtiment, c'est-à-dire apprendre à travailler avec les autres. Ça c'est important. Et effectivement, alors j'allais dire, si je prends que les gens sur le terrain, on est obligé, nous, de s'adapter aux matériaux que l'on nous apporte, avec lesquels on nous demande de travailler. On est obligé de s'adapter à l'architecture que l'on nous impose, puisque donc c'est l'architecte qui fait le dessin et qui conçoit le bâtiment. Donc nous, on est obligé, ce qui est sur un plan à une échelle, on doit le faire à grandeur réelle sur un site en 3 dimensions, donc, et même en 4 si on rajoute le temps. Donc voilà. Donc ce savoir-faire-là, il faut qu'on l'ait, mais il faut qu'on travaille avec tout le monde pour pouvoir réussir. Et effectivement, depuis qu'il y a eu le Grenelle, il y a eu énormément de changements dans les mentalités du bâtiment, à savoir qu'aujourd'hui, on découvre que pour être performant, il faut que l'entreprise d'à côté soit aussi performante et que les deux jonctions entre les deux entreprises soient performantes par la discussion, par le savoir-faire de ce que fait l'autre et par l'amélioration de nos interférences. Alors cette performance-là qu'évoquait Jacques Venant, cette volonté de travailler, d'avoir un travail plus collaboratif, hein, c'est vrai, vous disiez, on travaillait parfois les uns à côté des autres et maintenant il faut travailler ensemble. Est-ce que tout ça, ça ne commence pas dès la conception, et je me tourne bien évidemment vers les architectes, dès la conception du bâtiment, et en sachant qu'il y aura une synergie alors, pas à mettre en place, parce qu'il y avait déjà une synergie, mais à renforcer. Oui, bien évidemment. Enfin, pour moi, l'innovation, il y en a un qui a répondu, c'est l'industrialisation, l'autre qui a dit, c'est la transition. Pour moi, c'est la rupture. Et la rupture, elle est visible au niveau des objectifs, déjà, vous l'avez souligné, le Grenelle nous assigne des objectifs qui sont quand même bien précis et ambitieux, et il en était temps d'ailleurs. Mais rupture aussi au niveau des moyens et au niveau des outils. Et évidemment, ça va toucher la conception. Aujourd'hui, un concepteur, quand je dis un concepteur, c'est la maîtrise d'œuvre en général, hein, c'est une équipe plurielle, doit s'interroger par rapport à un programme et à un site sur quelle est la meilleure réponse pour apporter toutes ces garanties de performance, ces garanties de qualité, etc. Et donc on s'interroge forcément sur quelle stratégie en termes de système constructif, quelle stratégie en termes de matériaux, tel site peut commander telle réponse. On a vu des images ce matin qui paraissaient assez évidentes. Tel autre site, une autre stratégie. Puis il y a la question des délais, puis il y a la question aussi du cahier des charges du maître d'ouvrage. Donc la rupture, elle est déjà à ce stade du programme et de la réflexion sur les matériaux. Et très vite, on arrive à la conclusion que la filière sèche est certainement une voie de progrès. Alors, elle peut être poussée à 100%, c'est le cas ici avec la construction modulaire 3D. Ça peut être aussi de la mixité. On voit se développer des réponses où on va avoir une structure béton, poteau-poutre ou poteau-dalle qui apporte un certain nombre de réponses attendues et des façades préfabriquées, légères, à ossature bois ou ossature métal ou autre chose. Donc on voit qu'il y a une interrogation nouvelle, et ça interroge les concepteurs et les constructeurs et les industriels sur la temporalité des constituants d'un bâtiment. Faut-il que tous les constituants d'un bâtiment aient la même durée de vie ? Je pense que non. Si on raisonne développement durable, pérennité, ce qui s'assemble bien en filière sèche se déconstruit plus facilement et se recycle mieux. Donc si on raisonne vraiment sur le cycle de vie global, eh bien on va devoir s'interroger sur des process de conception rénovés. Et j'ajoute à cela qu'on a maintenant des outils qui sont assez efficaces, comme le BIM. Tout le monde a entendu parler le BIM, Building Information Model, c'est la maquette numérique, que je préfère qualifier, moi, de bouleversement interprofessionnel majeur. Ça se retient mieux, et c'est ce qui va se passer. Ce sont des outils partagés qui vont permettre de rencontrer et de croiser les compétences des uns et des autres, y compris des réalisateurs d'entreprise, pendant toute la vie du projet, à partir de cette maquette numérique. En fait, bref, pour faire court, le bâtiment ne fait que se mettre au diapason de ce qui s'est passé déjà dans l'aérospatial, la voiture et le reste, le ferroviaire, il y a 25 ans.
construire et concevoir des avions ou des trains, même si la maison ou l'immeuble est toujours un prototype, c'est pas une série, il n'empêche qu'on devrait vite rattraper notre retard. Et on va le faire maintenant avec ces maquettes numériques pour mettre les acteurs en synergie à travailler sur une maquette virtuelle commune qui permet de tester des solutions de construction, d'assemblage, de désassemblage et justement de trouver une juste voie à la filière sèche. Bon, on va passer la parole à Philippe Vollet. Sur cet aspect, c'est vrai qu'on évoquait des évolutions, voire, alors je ne sais pas si on peut parler de révolution ou d'évolution, ça c'est vous qui allez me le dire, avec cette industrialisation, de nouvelles façons de travailler aussi pour vous. Il faut que tout ça soit mis en synergie, notamment, et c'est le cas aujourd'hui, avec les industriels. Alors, je vais commencer mon intervention parce que je ne suis pas quelqu'un de consensuel, mais néanmoins, je ne vais pas parler de rupture, mais plutôt, comme vous l'évoquez, de faculté d'adaptation. Ça me plaît bien parce que la faculté d'adaptation, quand vous regardez dans le Larousse, dans le Littré, c'est la définition de l'intelligence. Donc on peut supposer qu'on soit industriel ou qu'on soit du bâtiment ou architecte, qu'on s'agisse tous de travailler avec intelligence. Après, je me suis rappelé, parce que l'objet de mon intervention, je lis la phrase, ça va m'aider à faire un petit plan d'intervention, c'est dans une construction industrialisée, c'est M. Strocksen, à base d'éléments tridimensionnels, je m'adresse encore à BH et à M. Strocksen, comment réussir à effacer l'aspect modulaire tout en conservant les avantages de l'industrialisation. En gros, ce qu'on demande à l'architecte, c'est comment on fait pour faire oublier qu'il y a des modules, mais comment on fait aussi pour que ces modules aient toute leur place dans le process de construction. Avant de répondre, dans l'Antiquité, on construisait avec, par exemple, de la tuile, des briques et avec des gabarits. C'est un process, déjà, dans l'Antiquité, de choses qui étaient d'une production qui était très répétitive. L'architecte a toujours plus ou moins existé. Alors, il y a des tas de débats de collège, mais on a toujours travaillé en fonction du contexte et en fonction des outils qu'on avait aujourd'hui. Mon éminent confrère a parlé d'outils performants, de filières sèches, etc. Mais moi, ce que je regarde juste, c'est que dans mon agence, quand je parle avec des architectes, j'ai la chance d'avoir des architectes de 25 à mon âge, au milieu des jeunes vieux de 50 ou des gens qui sont sur le départ. On parle, on parle de gens d'expérience. On a tous, l'expérience, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Mais on a tous des réflexions qu'on avait il y a 30 ans, les architectes, c'est-à-dire confort d'usage, qualité de vie, rapport à l'environnement. C'est pas nouveau le rapport à l'environnement. Alors, pour revenir à mon sujet, donc faculté de s'adapter à, tous ensemble, j'ai pas cherché, quand j'ai travaillé avec BH ou avec du module 3D, à effacer les modules. J'ai juste essayé de continuer à faire l'architecture, avec des outils qui sont différents, avec des matériaux qui ont évolué, avec des techniques. Autrefois, dans nos agences, on grattait, parce que vous savez, certains, on grattait avec des lames de rasoir, parce que ça nous arrive de nous tromper, nous les architectes, des traits qui étaient faux. Ben maintenant, c'est avec des souris, on clique, donc on a des clics de souris, mais bon, on a toujours donc une évolution des outils, mais les mêmes préoccupations. Alors une fois que ça s'est fait, c'est pour pas se faire absorber par ces normes qui sont énormes en ce moment, avec les RT 2012, on parle de RT 2020, alors que moi, il y a encore 6 mois, j'avais des ingénieurs chez moi qui travaillaient sur RT 2012 avec des moteurs qui tournaient pas de la même façon que le CT ou d'autres maîtres d'ouvrage, et du coup, on a un moteur qui a à peine au point pour RT 2012, on parle de RT 2020. Je reviens au prototype, pour éviter de m'emballer. On essaye juste, quand on travaille avec un module 3D, chez nous à l'agence, et j'ai d'autres confrères qui le font également, de travailler de la même façon que quand on travaille avec des matériaux, des IPE, des matériaux métalliques. C'est un élément, c'est un module de construction comme un autre, qui a ses contraintes, mais qui ne doit pas remettre en cause la ligne ou le concept architectural d'une agence. C'est aussi simple que ça. Donc, les quelques expériences qui ont été faites, là je suis invité par BH, donc j'ai quand même la courtoisie de parler des expériences qu'on a en commun. C'est vrai que le message je vais passer depuis le départ. J'ai écouté, moi je vais travailler avec vos contraintes, je vais travailler avec vos modules, mais il faut me laisser faire mon travail d'architecte. Et ça s'est fait très naturellement. Donc une chose qui est très importante, c'est qu'il faut qu'il y ait bijectivité entre l'industriel, qui sont en 2D, en 3D ou 5D, j'ai mis des modules 5D, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait une bijectivité, il faut que l'architecte soit pas dans une position psychorigide en disant qu'est-ce que c'est que ça, du 3D, jamais de la vie, etc., ou à l'architecture, mais qu'on fasse pas non plus de l'architecture de patron d'usine, pour parler un petit peu plus à l'avance. On demande en gros à l'architecte de mettre une signature pour empiler des boîtes avec un petit bardage marron ou beige ou rouge dessus. Donc, il y a une période, comme on le fait, de communication, comme moi je le fais aussi avec mes entreprises, les bureaux de contrôle, etc. Eh bien, je suis allé voir mon industriel, j'ai vu un petit peu comment il procédait, comment il fabriquait, ses limites, comment on pouvait évoluer ou pas dans la marge son module 3D. Et eux ont fait un effort vers l'architecte pour composer une équipe, pour évoluer. Et en clair, on a fait l'architecture. Donc, on n'efface pas le module, on compose avec.
Oui, Emmanuel Storsen, je voudrais qu'on dise quelques mots de cette collaboration pour que tout le monde s'y retrouve finalement. Oui, mais l'innovation, c'est bien ça pour moi. C'est accepter le changement, accepter de regarder les choses différemment. Et donc, effectivement, Philippe Vollet le soulignait, il a accepté, il s'est inscrit dans cette démarche, tout comme l'industriel doit s'inscrire aussi dans cette démarche. Lui-même doit innover aussi dans sa façon d'aborder le marché du bâtiment. Et donc, c'est de cette façon-là, par cet échange entre les acteurs, entre les différents acteurs, qu'on fait de l'innovation. Si chacun reste campé sur ses positions, effectivement, on n'en fera jamais. Très clairement, est-ce qu'il y a parfois on va dire des frottements, il en faut, des susceptibilités tout comme tout à l'heure, à respecter tout comme tout à l'heure, je provoquais sur le sujet de deux mondes qui étaient très éloignés les uns des autres. De la même façon, il en faut. C'est comme ça que l'on construit. Donc, avec un architecte, avec une équipe en conception-réalisation, il faut qu'il y ait ces débats d'idées, mais il faut que chaque partie, effectivement, soit suffisamment ouverte. Et quand on parle de contraintes industrielles, non, il faut plutôt, moi je préfère parler de prescription, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de prescription industrielle à retenir. Et c'est ces données-là que l'architecte doit avoir pour justement après concevoir son projet et s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Parce qu'effectivement, on y tient, moi j'y tiens énormément, on doit avoir une signature d'architecte sur nos projets et pas une signature d'industriel. Bon, tenez, passez le micro à William Jauré, là. On va parler de garantie de performance d'un bâti, l'industrialisation dans tout ça. Où est la valeur ajoutée ou la plus-value ? Je vais revenir en 2008 quand BH m'a sollicité. À l'époque, c'était à Saint-Révérend et je suis rentré dans un hangar et j'ai vu un module tel que celui-ci. Et ma première idée, c'était de dire, tiens, j'ai quelque chose de sobre en termes de format. Donc ça me va bien. Moi, thermicien, on sait que la compacité, c'est quelque chose qui m'aide à aller vers la performance. Je dis, tiens, ça, c'est quelque chose qui, pour la thermique et pour la performance énergétique, est plutôt bien né. J'ai bien parlé de sobriété des formes et pas de sobriété architecturale. Je rejoins complètement mon confrère. On sait faire de l'architecture avec du modulaire. On vous l'a montré derrière. C'est pas incompatible. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, la sobriété des formes, moi, ça m'allait bien parce que j'ai dit, tiens, voilà, j'ai quelque chose qui colle bien avec le message qu'on donne en thermique. Vous savez qu'un des moyens de faire de la performance, c'est de renforcer les caractéristiques des matériaux. Mais qui dit renforcer la caractéristique des matériaux dit souvent augmenter le coût. On a des matériaux plus performants. Il y a un deuxième point qui permet d'améliorer la performance d'un projet, c'est de réduire les quantités de matériaux. On parle du facteur de forme, la quantité de surface vitrée. Là, on sait qu'avec l'ERT 2012, on est à 1/6, mais la quantité de parois déperditives par rapport à la surface habitable du logement. Donc là, on est dans des projets compacts, ça va dans mon sens. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect que je défends depuis que j'ai repris mon cabinet en 2005 est que j'ai l'intime conviction que pour faire de la performance, il faut faire de l'ingénierie. Et c'est tout en se réunissant, en collaborant avec l'architecte, mais aussi avec mes confrères structures, qu'on va réussir à faire des projets performants et des projets à moindre coût. Si on ne fait pas ça, on va faire du millefeuille et on va faire des projets inabordables et qui ne tiendront pas dans le temps. En parallèle de ça, en discutant dans une cave, je suis vendéen, je vais souvent dans les caves, et j'avais un copain qui travaillait pour l'industrie automobile et qui, en 2006, me dit, tiens, William, j'ai un nouveau contrat pour l'industrie automobile, je vais travailler pendant 6 mois à améliorer le fonctionnement de la climatisation dans la Laguna. Et ce jour-là, il m'interpelle comment on peut se payer un ingénieur, je voyais à peu près ce que ça représentait, pour travailler sur le module de clim de la Laguna qui coûte, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, 20 000 €. Comment on peut se le payer? Et là, j'ai commencé à avoir cette réflexion-là de dire, j'aimerais bien que dans le bâtiment, on puisse effectivement avoir la capacité de mettre beaucoup d'énergie dans un projet pour faire valoir notre ingénierie et ainsi pouvoir la déployer derrière au travers de la récurrence des projets. Et au travers le module industrialisé, j'ai trouvé cela. Ça nous a permis notamment avec BH de travailler sur les ponts thermiques et de les faire valider par le CSTB. Ça nous a permis de développer un système spécifique qui améliore la performance. Donc on consacre beaucoup d'énergie et d'ingénierie à développer quelque chose qui va dans le sens de la performance. Et après, l'industrialisation et la récurrence des projets fait que le système s'amortit. Je ne vous cacherai pas, aujourd'hui, dans la construction traditionnelle, une étude d'ingénierie pour un bureau d'études fluides, pour construire une maison, c'est maximum, on va dire, 1 000 €. Voilà. C'est le budget qu'on consacre à l'ingénieur fluide
pour répondre aux obligations réglementaires, on parlait d'études d'approvisionnement en énergie, des RT 2012, de calcul de déperdition, etc., etc. Et puis après, faire de la conception. Parce que je vous rappelle que remplir une obligation réglementaire, c'est pas faire de la conception. Ce sont bien deux choses encore parallèles. Donc, dans la construction traditionnelle aujourd'hui, j'ai en clair 2 jours et demi pour étudier un projet et essayer de faire de l'innovation. Malheureusement, tout professionnel que je suis, j'ai tendance parfois à pas aller jusqu'au bout parce que faute de temps, parce que faute de moyens. On fait ce qu'on appelle de la photocopie. On a un système qui marche bien aujourd'hui, et on le reproduit sur le projet et on le reproduit. Mais on ne se remet jamais en cause et on n'essaye jamais d'être dans cette démarche d'amélioration qui pour moi est le 3e point, la 3e valeur ajoutée du principe industrialisé, c'est cette amélioration continue que j'ai trouvée en venant travailler avec un industriel, que j'ai trouvé un petit peu dans le bâtiment avec les normes ISO, lorsque j'ai travaillé dans le bâtiment à l'époque où j'avais la boîte d'électricité, qu'on a commencé à mettre en place, mais qu'on retrouve de manière forte dans l'industrialisation, avec cette capacité de construire, de regarder, d'analyser, de corriger, d'améliorer. Et grâce à la récurrence de ces projets, en fait, on apprend très vite. Et depuis 2008, avec le groupe BH, on a amélioré de manière considérable la performance des projets grâce à cela. J'ai pas envie, si vous voulez, qu'on fasse un projet, qu'on sorte un papier, qu'on dise c'est bon, ça marche, on regarde pas. Là, dans le produit industrialisé, on sort un projet, on le réalise, on va constater ce qui fonctionne pas, on met en place les actions correctives et on avance. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire et génial. N'oublions pas qu'on va tous vers l'obligation de résultat. On est encore tous jeunes, on l'aura. Ça sera dans 5 ans, ça sera dans 10 ans, ça sera dans 20 ans. De toute façon, c'est comme ça, on ira vers l'obligation de résultat. Donc attention à ne pas faire des papiers pour faire des papiers. Veillons perpétuellement à faire des choses qui fonctionnent et vérifions, ayons le courage d'aller voir sur le terrain que ce que l'on fait fonctionne. Alors, on va, parce que vos propos suscitent une réaction, on va donner la parole à Philippe Vollet. Emmanuel Sorsen voulait que cette table ronde soit un débat. Je crois que l'objectif est réussi. Il y a un échange de points de vue, mais c'est le sens de ce que vous vouliez donner. Très rapide, juste, je voudrais dire que, fort heureusement, et je ne croise même pas les doigts parce que j'en suis convaincu, l'architecture et la vie en général, le confort d'usage ne se résument pas à des modules 3D, à des coefficients... je sais que les bailleurs sociaux, les maîtres d'ouvrage sont très sensibles, et je le comprends, mais à simplement des coefficients en termes énergivores, c'est-à-dire qu'on ne va pas réduire des bâtiments, dire ça c'est un bâtiment super, je suis à 15 kWh mètre carré an, et que donc on a une vision heureusement plus globale, et je le dis, et je pense que personne ici dira le contraire. Quand j'ai dit tout à l'heure que le module 3D c'est un outil, c'est un matériau, mais c'est une composante. J'en parlais avec un confrère tout à l'heure, il faut quand même savoir que dans la commande publique, les concours d'architecture auxquels je participe, ainsi que nombre de mes confrères, si on n'a pas un programme qui, à un moment ou à un autre, pour ou partie, correspond à la possibilité d'utiliser des modules sur, par exemple, des lycées, si on a une zone plutôt dédiée à l'hébergement, à l'internat, où on a des chambres qui peuvent rentrer en ligne de compte avec les modules qui sont produits ici ou ailleurs en 3D, on peut penser à des modules 3D, à de la filière sèche, pourquoi pas, mais on peut aussi, sur des zones qui, elles, ne sont pas, sont des très grandes zones, travailler avec d'autres matériaux, et que de toute façon, ce qui doit piloter, je finirai donc mon intervention, l'architecture, c'est pas le module 3D, c'est pas la performance, bien sûr, hein, c'est comme une voiture, faut pas qu'on consomme 15 litres au 100, mais c'est aussi plein d'autres choses. Le confort d'usage qui participe à la vie de tous les jours aussi. Hein. Bon, repassez le micro à votre voisin parce qu'il ne s'est pas encore exprimé. Julien, alors j'ai 2 orthographes, hein, c'est Brisbourg. Voilà, c'est ça. Responsable du bureau d'études techniques ICM Structure. On parlait de travail collaboratif. Là, comment vous intervenez, vous ? Et quel est votre rôle dans tout ça ? Nous, en termes structure, donc, on intervient principalement avec donc, les architectes et puis donc, avec BH en tant qu'industriel. Donc, nous, le module BH, c'est de l'ossature bois classique. Donc, c'est régi par le DTU 31.2 et les Eurocodes. Donc, on applique une réglementation. Moi, ma vision des choses, c'est qu'au niveau de l'innovation, ça passe principalement par une préfabrication et une industrialisation en atelier. Je pense que c'est le seul moyen d'arriver à une qualité aussi bien en termes en 2D, parce que là on parle de modules 3D, on peut aussi parler de murs bois 2D ou de planchers caissons ou de toitures caissons.
Donc en apportant une touche architecturale et en apportant des composantes qui favorisent la thermique en particulier et l'acoustique. Ça génère aussi, je pense, beaucoup de mixité des matériaux, aussi bien bois, béton, métal, qui permettront d'approcher toutes les réglementations. Et donc pour en revenir vraiment à la structure et donc au module, ce qui est important quand on fait quelque chose en atelier, c'est qu'une fois arrivé sur le chantier, il faut l'adapter à son environnement. C'est-à-dire qu'on a un module, par exemple un module BH, il va venir sur un site où on va avoir des fondations. Donc il y a toutes ces interfaces-là à bien anticiper dès la conception, bien voir avec toutes les entreprises qui vont intervenir pour que le moindre détail soit vu dès la phase conception. On peut pas, pour moi, on peut pas dire avec un module qui est complètement fini, écoutez, on verra ça sur chantier, quoi. Il faut vraiment que le moindre détail soit vu dès l'amont du projet. Ouais, d'où l'intérêt, de changer les habitudes, c'est ce que vous disiez Oui, tout à l'heure. je vais répondre aussi à Philippe parce qu'il a raison de préciser, attention, et comme je l'ai dit en introduction, la version 3D n'est pas la seule réponse dans l'innovation dans le bâtiment. Non, il faut avoir cette capacité de regarder les choses différemment. C'est une réponse parmi tant d'autres, comme le béton en est une, le bois en est une autre, le métal encore une autre. Donc il ne faut pas se limiter, et je tiens à ce que cette table aussi, table ronde, ne se limite pas à ce principe constructif. C'est une réponse. Ce que je souhaite juste en revanche, et c'est un message important à passer, c'est qu'aujourd'hui, les appels d'offres ne sont pas ouverts à ce principe constructif, à part la conception-réalisation, et que je pense que là, les architectes ont un rôle important à jouer pour ne pas se priver de ce principe constructif dans les constructions de demain, c'est d'ouvrir leur conception et leur projet à ce principe constructif, qui est une réponse qui, comme je l'ai dit aussi, qui apporte des solutions concrètes en termes de délai, en termes de conditions de réalisation, de qualité de réalisation, de démarches d'amélioration continue et autres. Mais évidemment, il n'y a pas que ce principe-là que ce principe constructif qui amène de l'innovation dans le bâtiment. Oui, François Pellegrin sur cet aspect. Oui, c'est pour ça que le ministère avait lancé, le plan construction, le plan urbanisme, construction et architecture avait lancé il y a, je ne sais plus, maintenant 5 ans, 6 ans, la procédure CQFD, coût, qualité, fiabilité, délai. En disant, et c'était plutôt adressé d'ailleurs aux concepteurs et aux industriels, mais ça n'a pas empêché les grands groupes et les entreprises de répondre avec donc des processus variés. Enfin, le mot d'ordre, c'était quand même comment améliorer l'équation CQFD. Et donc une invitation à se mettre en synergie, ce que la vie de tous les jours ne nous permet jamais, puisque tout le monde sort d'un appel d'offres où personne ne s'est choisi. Et c'est pas dans ce mode d'entrée en scène des acteurs qu'on peut créer les conditions de l'innovation. On peut créer l'innovation quand on a la chance de se poser ensemble avec un désir partagé d'affronter un sujet commun. Et c'est là où moi, l'expérience que j'ai eue avec BH, à travers ce CQFD, il y a je sais plus, quelques années, nous a permis de mettre à plat des sujets, de partager, d'échanger. Ils avaient un truc qu'ils apportaient, j'ai compris qu'il fallait le prendre comme tel, c'était la référence modulaire 3D. Bon, parce que l'expérience O'Hara qui était rappelée sur le mobil-home. Et moi, j'avais une crainte, c'était qu'ils veuillent faire une photocopieuse 3D, quoi. Donc, mon sujet, bien que je ai dit, mais attendez, on ne va pas transporter du vide sur un camion, c'est pas développement durable. Et il a été démontré ce matin, bilan carbone établi à la loupe, que finalement, le pari est positif et réussi. Mais donc, il a fallu que j'imagine non pas un modèle, mais un concept ouvert, permettant de faire des architectures variées. Les images autour de nous témoignent d'une variété voilà, on peut marquer l'aspect modulaire, ou au contraire l'effacer complètement, c'est au choix des concepteurs de le faire. Eh bien, en fait, on n'a jamais été en relation de conflit. Je veux dire, quand on décide d'affronter ensemble un sujet de ce type-là, ok, là on partait sur le 3D, eh ben, on se met tous autour de la table et
on pousse les feux dans le même sens. De temps en temps, on a tendance à retenir un peu la main de l'architecte parce que tel geste risque de coûter cher. Et puis après, c'est à nous d'être pédagogues, d'expliquer oui, mais que ce geste, il correspond. Voilà. Si c'est du geste gratuit, on a du mal à l'argumenter. Si c'est un vrai geste architectural, c'est-à-dire c'est pas que du dessin, il y a du sens, on se fait comprendre et il n'y a pas de problème. Donc je le dis à mes confrères architectes qui sont dans la salle, si vous avez l'occasion de travailler comme ça en direct avec des industriels, c'est une expérience qu'il faut avoir fait dans sa vie d'architecte au moins une fois. Jacques Venant, c'est vrai qu'on a parlé, alors on parle d'une innovation ici, d'un type d'innovation, il y en a d'autres et dans d'autres corps de métier, dans le béton et autres. Oui, tout à fait, il n'y a pas que ce système d'industrialisation, effectivement. Dans ça le prouve béton. au moins que le bâtiment avance de façon globale. Ah ben aujourd'hui, le CSTV est débordé par tous les dépôts de brevets qui sont déposés, donc c'est bien que le bâtiment cherche à évoluer. Alors avec un petit bémol, c'est qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, depuis les Grenelles, tout s'est accéléré, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps, et on l'a dit tout à l'heure, aux gens ni de s'adapter, ni d'aller jusqu'au bout de l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut produire tout de suite. Donc on fait du petit pas pour produire tout de suite, sans aller au bout, et là je rejoins tout à fait ce que disait William, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne nous laisse pas le temps. Et aujourd'hui c'est exactement la même chose pour tous les gens qui sont sur le chantier. Aujourd'hui on doit réaliser des bâtiments RT 2012, et on doit être performant, on doit tout de suite avoir des performances, alors que c'est effectivement, on en est toujours à des prototypes. Et donc là, il faut faire appel au savoir-faire, il faut faire appel à la formation des salariés qui sont sur le site, il faut faire appel à la formation du chef d'entreprise qui, lui, doit être convaincu, qui doit aller de l'avant, qui doit aller chercher des innovations, qui doit aller chercher autre chose que ce qu'il savait faire. Mais on ne nous laisse pas le temps. On est déjà rendu, on l'a dit tout à l'heure, on est déjà rendu à la RT 2020. Ça veut dire que la RT 2012, c'est fini, on doit... Oui, enfin, ça, voilà. Mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est que le coup, il est déjà parti. C'est-à-dire qu'on doit aller toujours de l'avant, mais aujourd'hui, on va très vite. On va très vite et on ne nous laisse pas le temps de nous organiser. Et là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'innovation, elle est partout. La préfabrication, l'industrialisation, on cherche à y aller parce que c'est effectivement en temps qu'on gagne. C'est effectivement, alors là, on le voit en confort pour les salariés, ça c'est évident. Mais ce n'est pas tout. Et c'est une des solutions aux futures normes. Et alors, si je me mets à parler des normes... il y en a beaucoup. Voilà. Donc, il y en a un certain nombre. Non, mais c'est un manque de temps pour l'adaptation. Alors, je vois William Jury là, qui opine du chef et qui est sur la même longueur d'onde que Jacques Venant. Sur ce manque de recul que l'on peut avoir parfois. Oui, on a tendance à... Voilà, on est dans une société de communication, donc on a tendance à faire de la communication, on sort un projet, on dit que c'est bien, et on coupe le ruban, et après on se barre, on part sur autre chose, et on ne prend jamais le temps. Et nous-mêmes, bureau d'études, on l'exprime quand aujourd'hui un maître d'ouvrage vient nous voir pour dire combien va consommer un bâtiment. Mais moi, je lui sors un bilan de consommation conventionnel qui vaut ce qu'il vaut. Vous savez tous que c'est issu de moteurs qui ont besoin d'être affinés ou qui ont une vocation et pas celle d'être au plus proche de la réalité, mais plutôt d'établir un élément de comparaison. Donc nous-mêmes cherchons à avoir ce retour d'expérience pour pouvoir approfondir nos expériences, apprendre de nos erreurs et ainsi avancer. Et donc si on arrive à construire ça au travers de la récurrence des projets, là on aura gagné effectivement. Et puis la collaboration... Moi, je pense que le bâtiment, il ne va pas y avoir de grosses révolutions. Il va simplement falloir qu'on apprenne à retravailler ensemble et à prendre le temps de faire les choses. En 2007, j'ai fait un petit bout de bâtiment passif. C'était fait avec des artisans locaux, avec des matériaux locaux et avec des ingénieurs locaux et des architectes locaux. Si vous voulez, il faut simplement qu'on travaille peut-être un petit peu différemment et qu'on se remette tous autour de la table. Et puis voilà, ça va bien fonctionner de toute façon. Alors, vous avez un micro devant vous, François Pellerin. Dans le même sens, il y a un chiffre qu'on peut se rappeler quand même, c'est que on gaspille, enfin le coût de non-qualité annuel dans la construction, il est évalué à 10 ou 15% du chiffre d'affaires de la construction. C'est un peu pareil dans tous les secteurs. Ça fait quand même 15 à 20 milliards qui disparaissent en coût de non-qualité. Et les méthodes dont nous parlons là, que ce soit la maquette numérique ou que ce soit en tout cas l'ingénierie concourante, pour parler du monde de la conception, le dialogue en amont avec l'industriel ou avec la réalisation, et c'est vrai que les marchés publics, le code des marchés publics ne prédispose pas à ça, sont de nature aussi à effacer ou à réduire ce coût faramineux de non-qualité dont personne ne se vante.
pour ça qu'on n'en parle pas trop, parce qu'il est dans la poche d'un peu tout le monde, c'est dilué, et on n'a pas envie de faire état des non-qualités qu'on provoque ou qu'on subit. Mais c'est bien là. Et ce qu'on est en train de bâtir ou dans un process comme celui-là ici, il est évident que ça ne peut pas fonctionner si on est dans le bordel ambiant de la construction. Donc, je veux dire, c'est une rupture. Moi, ça fait partie de, j'appelle ça une rupture, ça peut être une mutation ou un changement, peu importe. Mais c'est vrai que ces démarches qualité, ça fait longtemps qu'on en parle dans le bâtiment. Elles ont encore tout leur sens parce qu'il y a vraiment du gaspillage à chasser. Melel Storksen, sur les aspects qui concernent les autres secteurs du bâtiment, est-ce que les méthodes que vous avez mises en place, les réflexions que vous avez pu mener, est-ce qu'elles peuvent s'appliquer à d'autres secteurs du bâtiment ? En clair, est-ce que ce que vous avez mis en place ici, qui fait une figure de référence, est-ce que c'est un exemple reproductible dans d'autres secteurs d'activité ? Oui, dans le secteur du bâtiment, j'en suis convaincu. D'ailleurs, on met en place aussi des expériences, là, même en interne chez nous, on est sous 2 conventions. Hein. Le personnel qui est dans l'usine, c'est la convention de l'industrie, métallurgie, et puis le personnel qui est sur les chantiers, c'est le bâtiment. Et on les croise et on a actuellement un chef de chantier qui est ici opérateur, manager de production sur un des postes, et il apprend tous les jours. Et demain, quand il va retourner sur le chantier, il va justement mettre en application ce qu'il aura appris dans l'organisation industrielle du bâtiment, tel qu'on la déploie ici. Et c'est ce partage d'expérience, et ce sont ces regards croisés qui permettront au bâtiment de profiter aussi de l'industrialisation. Et inversement, c'est ce que je disais au début, ce sont les échanges et cette ouverture d'esprit, mais que l'on retrouve encore très très peu. Alors effectivement, il faut peut-être laisser le temps au temps, mais le bâtiment reste très très fermé, très très fermé. Et on vit par habitude dans le bâtiment. Certes, on parle d'innovation, ça fait des années que j'en entends parler, hein, et pourtant je venais d'un grand groupe moteur dans l'innovation, c'était le groupe Bouygues, hein, donc on ne peut pas dire qu'ils ne cherchent pas à innover, mais on y va très lentement, parce qu'on n'est pas prêt non plus à changer des habitudes qui sont ancrées dans le monde de la construction. Alors sur quel levier on appuie ? On a des architectes là qui sont volontaires. Justement, alors ça passe obligatoirement par les architectes, mais ça passe aussi par les maîtres d'ouvrage. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des régions qui sont ouvertes à ce genre d'innovation, mais qui aujourd'hui ne l'ont pas encore écrit dans leur programme. Donc ça commence par là. Il faut ouvrir cette porte de façon à ce qu'ensuite, dans le cadre d'un appel d'offres classique ou un MOB classique, l'équipe d'ingénierie et d'architectes qui répond a la possibilité, l'équipe ait la possibilité de répondre avec un procédé innovant, ce qui n'est pas toujours le cas dans des lois MOB classiques. On referme tout de suite la porte. Jacques Venant, on parle d'évolution. Alors voilà, le micro est là. D'évolution, comment pouvez-vous accompagner en tant que fédération cette évolution ? Alors on rappelle que cette innovation, elle concerne pas tous les bâtiments, mais elle concerne certains bâtiments. Oui, tout à fait. L'innovation, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui il existe la même chose au niveau des murs béton, où on industrialise les murs béton. Après, il y a un problème de coût, il y a d'autres problèmes, mais il y a aussi d'autres avantages et d'autres inconvénients. C'est-à-dire que chaque produit, chaque matériau a son avantage et son inconvénient. Après, il faut que le client puisse décider lequel il choisit en fonction de ses critères à lui, etc. Quant à l'accompagnement de la fédération vis-à-vis de nos adhérents, nous, on pousse nos adhérents à se former d'abord. Tout à l'heure, on parlait de travailler ensemble. Puisque la fédération a participé au Grenelle de l'environnement, on a tout de suite inventé et créé un module qui s'appelle FIBAT, formation aux économies d'énergie du bâtiment, qui sont en plusieurs volets, plusieurs formations. Et donc, on a toujours incité nos adhérents en disant attention, formez-vous, soyez performants pour pouvoir ne pas perdre de temps, pour pouvoir répondre parfaitement à la qualité qui est demandée, parce qu'aujourd'hui, pour avoir des performances énergétiques, on fait plus appel au bon sens et au bon savoir-faire de l'ouvrier que des innovations. C'est-à-dire que, je prends un exemple, je sais qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout. L'électricien qui arrive, qui fait un grand trou dans le mur pour passer ses câbles et qui oublie de reboucher, etc. Voilà, ça y est, c'est un pont thermique. Donc, il faut apprendre, il faut réapprendre aux gens à bien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés, qui soient maçons, électriciens, plombiers, plâtriers, chacun doit faire
le boulot qu'il sait faire et parfaitement, tout en respectant le travail des autres. Et en fait, j'allais dire, la principale révolution, si on veut parler de révolution, mais le bâtiment, depuis le Moyen-Âge et depuis la préhistoire, a toujours su s'adapter, donc c'est plutôt une adaptation. Aujourd'hui, cette adaptation, c'est plutôt vers ce sens-là. Aller vers la perfection du travail manuel pour arriver à des performances, aux performances demandées et alors, à arriver à ce qu'il n'y ait pas de malfaçon, à ce qu'il y ait de moins en moins de perte de temps, perte d'argent, etc. Donc, effectivement, on pousse les gens à se former, à s'informer et aller vers ce système-là. Réapprendre aux gens à faire bien le travail. Je ne devrais pas le dire, mais... Mais c'est dit quand même. On sait qu'il y a un contexte qui est difficile pour toutes les entreprises, y compris pour les entreprises du bâtiment. Est-ce qu'avec ce type d'outils, c'est-à-dire l'innovation, c'est un des éléments, alors c'est sans doute pas le seul, mais est-ce que c'est un des éléments qui va permettre au bâtiment de rebondir ou de repartir de l'avant ? Alors, ça fait partie de ce qui va nous permettre, ou du moins certains, de rebondir, puisque à partir de l'année prochaine, il y a le fameux RGE qui était avant reconnu Grenelle de l'environnement et qui maintenant est reconnu garant pour l'environnement. Bon, on comprendra qui voudra, mais bon, c'est comme ça. Donc effectivement aussi, ça va être important. Ça veut dire que toutes les entreprises qui n'auront pas fait la démarche de se former, de s'informer et d'avoir des gens plus performants sur le chantier, eh bien, seront exclus de ces marchés-là. Ce qui est quand même grave et important. Donc effectivement, aujourd'hui, on met dans l'obligation les entreprises de devenir performantes. William Jory, oui, allez-y. Ouais, moi j'ai une petite chose par rapport à toutes ces avis, ces choses comme ça. Il faudrait qu'on fasse attention de ne pas faire ce qui s'est passé dans l'agroalimentaire avec les poulets label rouge, où dans les années 80, on a expliqué aux fermiers qu'il fallait donner 2 mètres carrés aux poulets pour qu'ils courent et tout ça, et que grâce à ça, il aurait le droit à un label et qu'il serait commercialisé et distribué dans la grande distribution. Et aujourd'hui, si globalement on regarde ce qu'on mange comme poulet, quand il est label rouge, c'est globalement une merde moyenne, quoi. Voilà, j'ai encore l'occasion de manger des poulets de ferme, moi, parce que j'ai la chance d'avoir la famille qui fait encore, qui n'a pas cédé à ça. C'est autre chose. Donc il faut qu'on fasse attention. La certification, c'est une chose, mais il ne faut pas perdre ce qu'on avait dans le bâtiment. C'est la qualité du travail de l'ouvrier, le respect du travail de l'autre. Il faut qu'on arrête de mettre aussi trop d'étiquettes derrière tout ça, parce que souvent les étiquettes, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut. Donc il faut garder le bon sens de terrain. Je trouve que c'est important. C'est pour ça que je suis venu moi-même travailler dans le bâtiment. C'est parce qu'il y avait ce respect de l'autre. Et puis, ce bon sens du terrain qu'on apprend quand on fait un CAP maçon. Mon papa a fait un CAP maçon. J'ai travaillé toute ma vie avec lui, mais c'était plein d'astuces. On réfléchissait à ce qu'on faisait. Monter un parpaing, il était réfléchi avant d'être posé. Il avait réfléchi à la façon de poser son parpaing. C'était génial. Donc, il faut qu'on garde ça dans le bâtiment, parce que je pense qu'autrement, on risque de faire demain des choses peut-être un peu comme les poulets et la belle rouge comme aujourd'hui. Bien dans la norme, mais peut-être pas... Donc il faut aussi qu'on arbitre entre les deux, quoi. Je pense que c'est important. Je suis tout à fait d'accord, puisque nous, dans le bâtiment, on a l'habitude de dire que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est-à-dire la qualification, mais c'est en haut du mur qu'on voit la compétence. Et puis peut-être aussi veiller à ne pas faire le travail du copain. On a une tendance naturelle aujourd'hui, parce qu'on a du mal à échanger entre nous, à vouloir faire le travail de l'autre. Je pense que la richesse du bâtiment, c'est de travailler tous ensemble. Les industriels, les architectes, les clients, nos maîtres d'ouvrage, etc. Et il serait tellement plus simple de penser qu'on peut faire tout seul. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Au contraire, la richesse de notre métier, la performance des produits qu'on sortira demain, c'est dans notre capacité à travailler tous ensemble et à respecter chacun le travail de l'autre. Moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça. Bon, Emmanuel Storksen, tout à l'heure, pour démarrer cette table ronde, je vous ai demandé votre définition de l'innovation. Avant de donner la parole à la salle, derrière l'innovation, il y a pas mal de choses, des opportunités, de la volonté. Mais ce qu'on comprend bien à travers ce que vous nous dites les uns et les autres, c'est qu'il va falloir passer par l'innovation pour continuer à avancer pour le secteur du bâtiment. Oui, complètement. Sinon, on va continuer de produire toujours de la même façon. Donc, il faut être prêt à changer d'habitude. Et les habitudes sont bien ancrées quand même dans le monde de la construction, même si on parle d'innovation, mais ça avance quand même très, très lentement. Et
on offre une possibilité par notre procédé constructif d'innovation, mais bien entendu, ce n'est pas la seule. Il faut que le monde du bâtiment soit très très ouvert sur le sujet pour progresser. Et on parlait de conditions de travail, hein, on peut le voir et ça a été souligné ici, l'ensemble de nos opérateurs, tous métiers confondus, quoi, on a des électriciens, des plombiers, des plaquistes, etc., travaillent dans des conditions exceptionnelles. Et pour moi, ça c'est une vraie innovation et c'est un vrai plus parce que justement, on a beau avoir un métier très technique, le monde du bâtiment est technique, mais c'est quand même à la base des hommes. Et ces hommes, avec un grand H, hein, hommes et femmes, excusez-moi, ces hommes et femmes doivent travailler dans de bonnes conditions. On ne peut pas continuer de travailler par habitude dans les conditions dans lesquelles on travaille sur du bâtiment traditionnel. Et je considère qu'on apporte une vraie réponse aussi dans ce sens-là. Bon, on va maintenant donner la parole à la salle parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais vous avez certainement des questionnements, des interrogations ou des remarques. Alors, on a toujours un petit micro à votre disposition. Régis Rousseau. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'empilement des réglementations est un frein à l'innovation? C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on en revient au poulet label rouge, quoi. C'est-à-dire que cette réglementation nous oblige déjà à courir au niveau de l'innovation pour répondre à ces réglementations et on a beaucoup de mal à consacrer du temps à de la vraie innovation qui répond au client final. Et je pense qu'on a, au bout d'un certain temps, oublié le client final. Et il faudrait se poser ces questions-là quand on voit le mal que l'on a à vendre maintenant l'objet du résultat de cet empilement de réglementation. Alors, Régis précise que vous êtes président de la Fédération du bâtiment pour le département de Maine-et-Loire. Voilà. Eh bien, ça tombe très bien, puisque la semaine dernière, il y avait un colloque en Maine-et-Loire avec la FFB, l'Ordre des architectes, etc. Et le débat, on l'a évoqué tous ensemble un petit peu autour de la table, c'était les normes. Alors, avec le jeu de mots, l'apostrophe, les normes. Bon. Et en fait, la conclusion à la fin, qui était à peu près collégiale, qu'on soit Fédération du bâtiment, des architectes, industriels, acteurs du BTP, c'était un peu comme au foot, ou moi je dirais, je suis aussi de La Rochelle et Nantes, comme au rugby, c'était temps mort. Ça veut dire que on est dans un secteur, et là je parle aussi aux bailleurs sociaux, maîtres d'ouvrage, on est dans une crise économique. Plus près. On est dans une crise économique qui est toujours en crise et qui est toujours économique. On a des normes qui cavalent à la vitesse grand V. Une RT 2012 dont les moteurs grippaient encore il y a 4-5 mois et que le mode d'ouvrage n'avait pas le même moteur que l'architecte ingénieur ou l'ingénieur architecte et on comparait nos résultats. On parle de RT 2020 ou une RT à venir. On nous parle de sismique. Alors en Maine-et-Loire, juste une petite anecdote qui est assez croustillante. On a une norme sismique y compris autour d'Angers. On l'a sur La Rochelle, mais autour d'Angers, bon... on est en train de butonner dans tous les sens pour remplir la norme sismique. Tout ça, ça a un coût sur les 30 ou 35% traditionnels du coût du gros œuvre sur la production architecturale, etc., etc. Alors, pour vous répondre, oui, je pense que à la fois pour l'économie qui est compliquée, à la fois donc pour, comme vous l'évoquiez, l'innovation, et à la fois de trop de normes tue la norme déjà, hein, et en plus il faut laisser un tout petit peu un temps de pause pour qu'on digère tranquillement toute cette sorte de gadget environnemental, verte, éco-citoyen, éco-durable, enfin, tout ce vocabulaire dont on a tous envie de continuer à parler, mais pas n'importe comment, pas à toute vitesse, pas avec des RT qui sont à peine au point, on parle déjà de nouvelles RT, etc., etc. De toute façon, je le dis encore, quand je travaille avec des bailleurs sociaux, on a un coût d'objectif, les architectes n'auraient pas qu'avec de la gouache ou une toile, on a un coût d'objectif au mètre carré. Et ce coût d'objectif, quand j'intègre moi depuis quelques années juste avec mes ingénieurs, avec qui je travaille dès le départ, comme j'ai dit tout à l'heure, les normes sismiques, les normes thermiques, l'étanchéité à l'air, on parlait de la formation des entreprises. Moi j'ai eu des projets en structure bois, filière sèche complète, où j'avais effectivement une entreprise bois qui n'était pas formée à l'étanchéité à l'air, qui apprenait à mettre des scotch, qui apprenait à... Bon, donc il y a bien un décalage. Donc pour répondre, enfin juste rebondir, oui à l'innovation, attention avec les normes, ayons le temps de les digérer, oui pour un travail global, une formation, etc. Mais il faut faire très attention parce que je trouve qu'on est dans une surenchère
Et nous, architectes, hommes de synthèse, je conclue là-dessus, on est bien placés pour le savoir, une surenchère complète. Et on a des dysfonctionnements au niveau de la formation, des dysfonctionnements économiques, c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage ont des ambitions, par exemple dans les sociétés HLM, de bâtiments, alors c'était PVC, mais ça c'est la norme maintenant, du passif, du RT -20, -30, -50, etc. Mais tout ça, ça a un coût. Alors, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Réfléchissons plutôt avec les normes qu'on a. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place, au terme de bâtiments sociaux, plusieurs vitesses, plusieurs niveaux de labellisation, tout en étant avec des coûts qui vont bien avec, par exemple, comme on le fait pour les automobiles? Oui, François Pellegrin. Il est clair que tout le système réglementation, normalisation, labellisation, qualification, certification est à revoir. Alors j'ai la malchance ou la chance de présider depuis 6 ans le comité d'orientation stratégique, construction et urbanisme à l'AFNOR. Les 9000 normes qui nous engulent le paysage. Quand ils m'ont proposé ou élu à ce poste, je dis, je ne sais pas si vous avez bien réfléchi, parce que je ne suis pas du tout favorable à la norme marchande. Et l'AFNOR est quand même très le lieu de la norme marchande. Par contre, les normes sociétales m'intéressent. C'est-à-dire que ce qui, effectivement, touche à la sécurité, à la santé, au confort, la qualité de l'air, bon, en tant qu'architecte, en tant que citoyen, et comme vous tous, ça, c'est incontournable. Mais on a lancé, il y a déjà 4 ans à l'AFNOR, l'obligation de réviser les normes à l'aune du développement durable, pour virer celles qui indisposent de développement durable et promouvoir celles qui prédisposent au développement durable. Et il y a déjà plus d'1 an, nous avons lancé le chantier Trop de normes, parce qu'on voulait provoquer le débat pour obtenir ce qui est obtenu maintenant, qui est le moratoire. Voilà. C'est parti de enfin, moi j'ai provoqué au sein de l'AFNOR en disant mais si on ne fait rien, et puis j'y aurais contribué, je pense, avec la CAPEB, la FFB, l'UNSFA, tout ça, à faire venir une manif sous les fenêtres de l'AFNOR en disant ça suffit. Donc c'était avant la campagne présidentielle, tout ça. Et finalement, tous les candidats, enfin les principaux candidats, ont repris dans leur thème de campagne cette notion de faut calmer le jeu. Donc, il faut calmer le jeu, c'est sûr. Sauf que le consommateur, lui, il veut être rassuré. Je dis souvent, c'est vrai qu'ils n'ont plus de raison de nous faire confiance. Le médecin, il a failli avec le sang contaminé, l'agriculteur, la vache folle, et l'homme de bâtiment avec l'amiante. Donc, le citoyen se dit, moi, pourquoi je ferais confiance à ces gens-là? Donc, il veut du label. Voilà. Et on repart dans la spirale avec... voilà. Donc c'est ça qui est l'exercice à faire maintenant, c'est comment calmer le jeu sans défier la confiance. Enfin, voilà, parce que si du coup plus personne veut rien acheter en disant, ou alors ils vont acheter des produits ailleurs qui continueront à avoir des... Donc on ne peut pas dire ça suffit. Voilà, l'exercice est délicat, je ne vous le cache pas. Il faut calmer le jeu. La réglementation 2020, c'est déjà un progrès. Elle ne s'appellera pas RT 2020, elle s'appellera bâtiment responsable. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir retrouver quelque chose de plus apaisé. L'idée, c'est de remettre l'homme au centre des préoccupations. Il n'y a pas que la thermique dans la vie, hein. Il n'y a pas que l'excellence de la bouteille thermos. Il y a plein d'autres sujets, tu l'as bien dit, et la qualité d'usage notamment. Et donc, l'idée de cette réglementation 2020 bâtiment responsable, c'est d'arriver à prouver qu'on va faire un bâtiment responsable au sens large, qui va croiser des qualités multiples. Et le challenge qu'on a relevé collectivement avec les fédérations professionnelles, et l'État, parce que l'État est très présent dans la réglementation, normalisation et le reste, c'est de trouver un mode apaisé qui permette à la fois quand même d'assurer le client final sur la qualité intrinsèque et en même temps d'éviter de s'embarquer dans nos usines à gaz qui coûtent très cher, qui font perdre du temps. Et c'est pour ça que je crois, moi, que la maquette numérique, le BIM, cet outil moderne de conception, pourrait placer le problème autrement et nous permettre de revisiter toute la chaîne réglementation, qualification, certification. Parce qu'après tout, si on a des outils qui représentent fidèlement le projet, jusque dans ses moindres détails, ça amène de la confiance, ça amène de la rigueur, ça amène de l'élimination des risques. Si en plus, sur cette maquette numérique, on peut embarquer des exigences de telle performance, de telle... À tout moment, quand l'exigence sera transgressée, on sera averti. Et donc, c'est une méthode qualité qui s'appuie sur une ingénierie concurrente et qui permet finalement de développer l'autocontrôle.
Eh bien, si on peut démontrer que cette méthode, avec de l'autocontrôle partagé, est efficace, on devrait pouvoir alléger tous les certificats, les auditeurs, parce que le mal français, c'est qu'à chaque fois qu'on invente une réglementation, on invente un acteur, et derrière, il faut le payer, et maintenant, on n'y arrive plus. Emmanuel Storsen. Je vais juste revenir sur les premiers propos là, de François, mais être à nouveau provoquant, mais tant qu'on continuera à travailler sur les normes en corrigeant les virgules ou en complétant le texte, en essayant de corriger les choses, on ne changera rien, on continuera d'empiler les couches. Et l'Allemagne, il y a quelques années, est repartie d'une feuille blanche pour définir son cahier des charges du bâtiment, et ce qui lui a permis de réduire fortement ses coûts de construction. Et c'est ça la formule. Mais aujourd'hui, en France, on n'est pas prêt à le faire. On continue de partir sur des normes qui existent, on corrige les virgules, on essaye d'effacer quelques lignes, mais en général, on en rajoute plutôt. Donc, on a vécu ça au niveau de BH, d'ailleurs. Hein, on a subi complètement et on n'a pas pu innover comme on aurait pu innover. On a certes innové sur le principe de la construction en 3D, mais on n'a absolument pas innové sur les matériaux constituant ce produit, parce qu'on est complètement freiné en France par les textes qui existent. Voilà, il y avait d'ailleurs le témoignage d'un industriel angevin qui expliquait ces difficultés. Mais il faut partir d'une feuille blanche et définir, voilà, qu'est-ce qui est le strict nécessaire pour faire un habitat ou un tertiaire ou un bâtiment qui fonctionne et qui répond à l'attente du client final. Merci pour ces précisions. Une autre intervention? D'autres interventions d'ailleurs. Monsieur, alors il faut que vous récupérez. Voilà, petit micro arrive jusqu'à vous. Il y a sans doute un petit interrupteur. Non. Toujours pas. Si, si, c'est bon. Voilà, ça Pardon. y est, on vous entend. Thierry Hay, Vinci Construction. Par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est en fait le système d'assurance aussi qu'on a en France, qui est également, je pense, un frein à l'innovation, parce qu'au-delà des réglementations, c'est aussi les assureurs qui sont quand même assez frileux. Et quand on reparlait un petit peu de l'Allemagne ou des autres pays anglo-saxons, en fait, il y a une sorte de sélection naturelle de l'innovation de la qualité. C'est par que les entreprises et les concepteurs qui sont de qualité, qui travaillent bien et dans la durée, finalement, ils perdurent et ils peuvent continuer à avancer. Et voilà, c'était un petit peu une suggestion sur ce débat, de parler un petit peu aussi des contraintes au niveau des assurances. Je peux donner un tout petit témoignage, effectivement, parce qu'on le subit de plein fouet, nous, le sujet assurance, puisqu'on innove. Et effectivement, c'est mal vécu par les assureurs, oui. Donc on le subit par des taux de cotisation monstrueux, justement, et c'est un frein à l'innovation, oui. Parce que vous finissez par être assuré, mais ça vous coûte très cher. Ah, on finit par être assuré, mais ça nous coûte très cher, oui. Oui, j'allais dire que l'innovation doit être suivie aussi par des certifications. Et déjà, rien que dans ça, c'est des mois et des années avant d'arriver à avoir un produit qui soit aux normes. Donc déjà, on perd énormément de temps par rapport à l'innovation. Et puis après, effectivement, tout ça, il faut le faire assurer et ça coûte encore beaucoup plus cher. Donc c'est bien un frein de plus, oui, à l'innovation. Vous avez raison. On a été complet. C'est le message que vous nous faites passer. Bon, écoutez, messieurs, merci pour cet éclairage ou ces éclairages sur l'innovation. Je vais transmettre le relais aux représentants de Novabuild pour la 4e table ronde. On va continuer à parler d'innovation et de financement. Merci. J'imagine que c'est sans pause. Donc j'appelle tout de suite les différents intervenants à la table ronde. Il faut que j'ouvre mon document pour appeler Gérald Touot, François Bertrand et Stéphanie Arnoux. Alors, il y a plus de chaises qu'il n'en faut, hein, on va essayer de... Si vous voulez bien... Alors merci à tous. On vient de parler longuement de l'innovation. On a même terminé par les freins à l'innovation. C'est vrai qu'à Novabuild, on va plutôt s'attacher
à ce qui facilite l'innovation que les freins. Novabuild est le cluster du BTP en Pays de la Loire qui regroupe l'ensemble des entreprises du BTP engagées, on va dire, dans une démarche d'éco-construction. Et on pourrait commencer par se demander pourquoi innover. Et on a vu depuis ce matin que le contexte évolue fortement, l'évolution des comportements. Tout à l'heure, à l'instant, on parlait des consommateurs et des attentes de consommateurs. Certains maîtres d'ouvrage nous disent aujourd'hui qu'il est plus possible de vendre une maison comme on la vendait déjà il y a 5 ans. Donc, évolution des comportements, évolution de la réglementation, on en parlait tout à l'heure, on a déjà la perspective de 2020. Urgence environnementale, il ne faut jamais l'oublier, une partie de la réglementation a comme objectif, et il ne faut pas oublier l'objectif, qui est de diminuer l'impact du bâtiment sur l'environnement. Et l'ensemble de ces urgences se crée aujourd'hui une urgence, on va dire, de coûts financiers, de gagner sur les coûts pour absorber tout cela, parce que tout cela génère des coûts assez forts dans les entreprises. Donc pourquoi innover? On a vu aussi depuis ce matin, comment innover. La piste de la numérisation, on l'a vu fortement ici chez BH, est une piste forte et qu'il va falloir certainement démultiplier dans le bâtiment. Et il y a des marges de progression très fortes, mais aussi on voit le transfert du temps de chantier vers un temps d'atelier. Et c'est ici, dans ce bâtiment où on est à la fois dans un lieu de chantier, mais évidemment on est dans un atelier, dans une usine. On voit bien chez BH cette mixité que cette entreprise est parvenue à atteindre, est un exemple pour la filière de la construction. Et on imagine que à la fois la maîtrise des délais, la maîtrise de la qualité, elle est plus forte quand le temps d'atelier est plus fort. Et donc on imagine bien qu'il y a des systèmes constructifs complets qui doivent pouvoir arriver en nombre plus important sur les chantiers. Comment innover? Pourquoi innover? Et puis avec qui innover? On a beaucoup insisté depuis ce matin avec BH sur le partenariat, le participatif, les groupements, et on reviendra sur cette question-là quand on va parler de financement. Architectes, laboratoires, cabinets d'ingénierie, et puis évidemment les entreprises de construction on a entendu le mot tout à l'heure de regard croisé, et là on sent que l'innovation elle démarre par le regard croisé. Alors une fois qu'on est d'accord sur le pourquoi, le comment et avec qui, mais il y a le comment le financer. Et la première remarque qu'on entend de la part des entreprises de construction quand on leur parle d'innovation, et c'est pas un mot encore très très commun, alors que c'est un mot qui est très fortement utilisé dans l'industrie, mais le mot d'innovation dans la construction, c'est pas parce qu'on ne le fait pas, mais le mot est moins utilisé. Nous, on pense à Novabuild que tous les matins, une entreprise de construction innove, mais pas forcément en utilisant le mot. Mais quand on l'utilise, la première réaction, c'est de dire mais ça coûte cher et ça prend du temps. Et peut-être, c'est ça qu'on va peut-être essayer de dénouer tout à l'heure. Ce surcoût de démarrage de l'innovation, il peut être pris en charge par un certain nombre d'organismes. Et donc, on va tout de suite commencer avec vous, Gérald de Touot, qui est adjoint recherche-innovation à la délégation régionale pour la recherche et la technologie. Vous allez nous faire une présentation d'une 20aine de minutes, je crois. Et puis ensuite, on aura un tout petit temps d'échange si c'est possible. Je crois que ça marche, oui, c'est ça. Bon, j'ai l'habitude de me lever, parce que je suis enseignant-chercheur, en fait, à l'Université de Nantes. Et j'ai également la moitié de mon temps, enfin 30% de mon temps, qui est dédié au crédit impôt recherche et à l'expertise de programmes de recherche au sein des entreprises. Donc mon rôle est ici de représenter l'État au niveau du ministère de la Recherche. Donc j'ai présenté, alors on m'a demandé de tenir 15-20 minutes, je crois. Voilà, ça va être très difficile, donc ça va être très compliqué pour moi, parce qu'en général, il me faut 1 heure ou 2 heures. Donc je vais faire la synthèse de tout ça. Ça va être finalement, pour vous, une entrée. Ça va être une entrée. Il y a mes coordonnées qui seront à la fin. Vous pourrez comme ça me contacter. Alors pour les Vendéens, vous avez de la chance que j'ai également un laboratoire de recherche sur le site de la Courtésière. Donc si vous le souhaitez aussi, vous pouvez venir me voir.
Alors, on m'a demandé également de commencer par la définition que le ministère de la Recherche a de l'innovation. Vous allez voir, c'est compliqué. On vous en a parlé énormément, j'ai entendu, j'ai pu assister. Et c'est vrai que l'innovation, ça reste une nébuleuse, et on a essayé de synthétiser tout ça avec cette fameuse notion d'innovation. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit au fond, mais je vais essayer de parler. Alors, quand on reprend une définition, vous en avez beaucoup parlé, de l'innovation au sens où, finalement, nous, on va d'abord mettre le chapeau général, qui est de distinguer innovation et invention. L'invention, tout le monde l'imagine, c'est l'idée de base qui va être de pouvoir créer après. Et la création d'après, c'est ce qu'on appelle l'innovation, c'est-à-dire d'utiliser cette idée. Donc, on est déjà d'accord sur la notion. Et après, innover, vous allez voir, donc, il y a des mots-clés qui sont importants dans l'innovation, c'est cette notion d'accumulation de connaissances et cette notion d'expérimentation. Donc, la notion d'expérimenter au sens où, finalement, il n'y a pas d'une noble innovation ou une moins bonne innovation, il y a la nécessité de pouvoir savoir si ce qui est fait à un temps donné, d'autres l'ont fait ou pas fait, donc ce qu'on appelle l'état de l'art, et si ce que moi je vais faire, c'est pas également copié. Alors dans cette innovation, il y a 4 types d'innovation qui sont pris en compte, surtout le premier, l'innovation de produits, l'innovation de procédés, donc le process de créer de nouveaux modules, l'innovation d'organisation, l'organisation du personnel par exemple, et la commercialisation. Merci. Alors là-dessus, on crée 2 types d'innovation. Celle de rupture que tout le monde arrive à assez bien imaginer, c'est-à-dire que finalement, il va y avoir quelque chose de complètement nouveau qui va être créé et qui va entraîner des modifications d'usage profonds. Donc il y a 4 exemples que j'ai repris assez simplement. Bon, bien sûr, de la lecture et tout ce qui est issu de la presse de Gutenberg, la boussole qui a modifié complètement la navigation, la pénicilline en 1943 qui a été mise en place par les Américains, bouleversé l'ensemble de la médecine. Donc on comprend bien que ce moment-là, qui 1943 une date très précise, a donné lieu à des opérations extrêmement différentes, à modifier un grand nombre de choses. Également, bien sûr, des gains au niveau de la durée de vie, mais je dirais au niveau de la population. Donc ça crée un ensemble de problèmes et également de propriétés. Et puis donc la machine à vapeur aussi. Alors ça, c'est l'innovation de rupture. Maintenant, l'innovation incrémentale, ce que beaucoup d'entreprises font finalement. L'innovation incrémentale, c'est de pouvoir finalement non pas bouleverser les usages, mais en tout cas les modifier petit à petit, comme le ferait en fait un menuisier sur un socle, pouvoir monter en fait en compétences. Si on a ici par exemple la notion de performance d'un produit et le temps, on voit qu'il y a une progression assez simple de modification par saut d'un produit, et on va comme ça créer une innovation qu'on appelle incrémentale. Et dans l'incrémental, justement, on redistingue 2 choses. Ça peut être une incrémentale radicale, on va complètement modifier. Par exemple, si on trouve à un moment donné un matériau qui va être composite et qui va être à la fois bien recyclable avec une source qui est facile à obtenir et à bas coût, on va comprendre que là, c'est à ce moment-là une innovation qui est radicale, et qui est incrémentale et radicale, ou bien qui est radicale. Donc là, c'était, vous avez vu 2 slides assez simples. Maintenant, les aides. Parce que la question se pose, comment je vais, moi, pouvoir financer mon opération si je considère que c'est de la recherche. Donc je reverrai un peu comment je peux, moi, faire cette recherche-là après. Donc les instruments de financement, il y en a, moi je pense, de 2 sortes, ce qu'on appelle les instruments ciblés. Donc tout ce qui est appel d'offres au sein de l'État, donc l'Agence nationale de la recherche, les pôles de compétitivité, bien sûr les financements européens qui sont souvent un peu compliqués à obtenir, et OSEO, donc ce sera, enfin OSEO ou la BPI, hein, c'était avant OSEO. Hein. Ça existe toujours, je crois? Non? C'est fini? Maintenant c'est BPI, donc c'est BPI pour OSEO. Donc c'était et puis il y a ce qu'on appelle les instruments non ciblés, où globalement, là ici, la question est est-ce que je peux répondre à un appel d'offres sur un cahier des charges bien précis? Là, les autres que je vais moi vous expliquer un peu plus, c'est ce qu'on appelle les instruments généraux, sans forcément avoir des objectifs précis et des ciblages sectoriels. Ce qu'on appelle le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, CIR et C2I. La jeune entreprise innovante, on va revenir dessus, et ce qu'on va appeler plus tard la convention CIFRE. Je vais décrire tout ça. Non, un petit peu avant, s'il vous plaît. Alors, cependant, il
faut voir que... Il me reste combien de temps 5 minutes 15 minutes C'est ça à peu près? Si vous aviez 15 minutes au départ, il ne peut pas rester 15 minutes. C'était pas 20, c'est ça? Donc ce qui se passe ici, c'est que l'État a mis en place finalement cette opération-là pour inciter les entreprises à rentrer dans le processus d'innovation et de recherche. Et de pouvoir également mutualiser les efforts entre la recherche publique et la recherche privée ou l'entreprise, et donc au travers des partenariats. Et enfin, chose importante aussi, c'est de favoriser l'embauche des jeunes docteurs. Alors maintenant, ce système de crédit impôt recherche, on voit que depuis finalement 30 ans, il existe depuis 30 ans, depuis 83, ce système-là permet maintenant à peu près à 20 000 entreprises en France d'être cofinancées au niveau de sa recherche à raison de 30%, et avec une créance actuellement de plus de 5 milliards d'euros. Donc 5 milliards d'euros avec environ 20 milliards d'euros d'investissement au niveau recherche. Ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on peut croire, et ce que peut-être certains croient, c'est que les PME sont souvent les plus avantagées, c'est-à-dire celles qui sont le plus souvent financées au niveau du crédit impôt recherche, et ça correspond à peu près à 22% du CIR. Il n'y a pas de limite de taille pour obtenir un crédit impôt recherche Non, pour le CEDUSI, oui, effectivement. Je reviendrai là-dessus. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'État, quand il investit 1 euro, quand on investit, puisque ce sont nos impôts, bien sûr, quand on investit 1 euro, l'entreprise va investir 1,15 euros. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a un effet de levier extrêmement favorable. Chose aussi importante, j'entendais parler d'innovation, évidemment de marché, on est dans une période qui est compliquée. Statistiquement, les entreprises qui innovent, c'est les entreprises qui ont une perspective forte. Et là, on voit bien les chiffres, hein. Avec ici, en pourcentage, il y a des perspectives vers les entreprises innovantes qui sont favorables, positives en 2013. Et une société qui n'innove pas, c'est des perspectives qui sont négatives. Ça, c'est très clair là-dessus. Bon, maintenant, la difficulté et la complexité, finalement, de l'opération, c'est vous êtes en train de vous dire, est-ce que moi, je fais de l'innovation? Alors, vous allez voir qu'il y a un point central, une charnière entre tout ça. Ça va être, est-ce que je fais de l'innovation et quel est mon état de l'art? Quel est l'état de mes connaissances? Alors, pour ça, normalement, c'est un peu différent, mais bon, normalement, ça vient... Alors, pour ça, je dirais que vous avez un projet d'innovation à la base, et à la fin, vous avez un produit. Donc, on va aller sur un marché. La question initiale, c'est pour passer d'une idée, on va dire, à un produit, est-ce que j'ai une difficulté particulière pour passer de l'un à l'autre? Auquel cas, si les gens de ma société savent faire l'opération, donc les gens du métier, les hommes de l'art ou les femmes de l'art, eh bien, j'ai pas de souci, j'ai pas besoin de faire du crédit impôt recherche. En tout cas, c'est pas éligible. Si maintenant, quand j'ai fait un état de l'art, des connaissances, et si j'ai une difficulté, je fais en fait un état de l'art, peut-être que la réponse se trouve dans l'état de l'art. Quand j'entends état de l'art, c'est les brevets, les centres techniques, etc. Eh bien, si de nouveau j'ai l'information, je peux aller vers mon produit, j'ai pas droit au crédit impôt recherche. Maintenant, si j'ai toujours finalement les mêmes difficultés et que l'état de l'art ne répond pas à ma question, donc l'état de l'art, on voit bien que c'est central, eh bien, j'ai donc des verrous techniques et scientifiques que je dois lever, et c'est là où va démarrer, évidemment, le programme de recherche, qui peut durer de quelques mois à plusieurs années, bien sûr, et vous allez faire le plus souvent ce qu'on appelle du développement expérimental, ou de la recherche appliquée. Très rarement, les entreprises font de la recherche fondamentale. En tout cas, les PME. Et bien entendu, vous allez passer des essais à des échecs, et des échecs à des réussites, pour parvenir éventuellement, ce qui n'est pas dit, au produit que vous souhaitiez mettre en place au départ. Et donc là, vous avez droit au crédit impôt recherche. C'est bon. Bon, très résumé, votre expert comptable pourra vous l'expliquer. Voilà tout ce qui est possible d'obtenir en termes de financement grâce au crédit impôt recherche. Alors maintenant, depuis 2013, vous avez le crédit impôt innovation, c'est-à-dire globalement tout ce qui est innovation qui ne nécessite pas forcément beaucoup de recherche, eh bien, on va mettre ça sous la coupe de l'innovation, ce qu'on appelle crédit impôt innovation. Et tout ce qui est recherche, donc ça va être plutôt ici à gauche, vous allez pouvoir finalement déduire de votre impôt tout ce qui est coût d'amortissement, de personnel, de fonctionnement, de recherche traitée ou sous-traitée. Si vous travaillez avec un centre public, vous pouvez multiplier par 2 la facture que vous allez verser
à ce centre public, le total faisant que vous pouvez avoir un crédit d'impôt de 30%, avec un plafonnement à 100 millions d'euros, c'est quand même pas rien. C'est ce qui permet de dire au président de Novabuild, de Laurent Rosset, l'État, les impôts financent le temps qu'on va consacrer à l'innovation, puisque finance 30% du temps. 30% du temps, puisque vous prenez en charge finalement les coûts de personnel, les coûts de fonctionnement de ces personnels-là. Donc 30% du temps, 30% de cette recherche-là. Par contre, il faut qu'on rentre dans la définition de la recherche et de l'innovation. Maintenant, l'État a mis en place quelque chose qui va, je pense, aider beaucoup. Là, cette fois-ci, c'est toute entreprise. Là, c'est que les PME, les TPE et les micro-entreprises. Cette fois-ci, c'est l'innovation. La question est, finalement, je ne fais pas forcément toujours de la recherche, mais je fais souvent des produits innovants. Est-ce que ces produits innovants sur un marché, eh bien, sont des produits qui, finalement, vont créer un marché, n'existent pas, sont nouveaux. Donc, l'État dit, eh bien, écoutez, si vous faites ça, il est possible de vous aider à raison de 20% de votre dépense, avec une assiette de 400 000 euros. Donc, globalement, c'est 80 000 euros par an, en quelque sorte. Bien. Donc, crédit impôt recherche. Deuxième aide, c'est les jeunes entreprises innovantes. Donc là, si vous êtes une entreprise qui a moins de 8 ans, et si vous investissez plus de 15% de votre chiffre d'affaires dans la recherche, avec des conditions qui sont des effectifs de PME finalement, eh bien l'État peut vous exonérer d'un grand nombre de choses. Je ne vais pas trop les citer, mais assez rapidement. Bon, des exonérations fiscales sur le total des impôts, sur le personnel et le volet social. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est la convention CIFRE. Donc, premier élément, le crédit impôt recherche. Deuxième élément, éventuellement, si l'entreprise est jeune et fait de la recherche, il y a des aides pour la jeune entreprise innovante. Maintenant, la question, comment je peux améliorer, moi, mon potentiel de recherche dans mon entreprise? Recherche au sens où vous avez évidemment les ingénieurs qui s'y trouvent souvent, mais l'ingénieur a du mal souvent à réaliser une opération de recherche au sens où on l'entend nous. Et c'est là où, finalement, le docteur en entreprise a tout son intérêt. Pourquoi un docteur, finalement? S'il regarde bien, et le constat fait par toutes les entreprises que je vois au niveau du crédit impôt recherche, c'est que les entreprises comprennent de plus en plus que la recherche, c'est quelque chose qui est très spécialisé. L'ingénieur va savoir produire, va savoir passer de l'idée au produit sans aucun problème, ce que le chercheur, le docteur ne saura pas faire. Par contre, le docteur, lui, il y a une difficulté pour l'entreprise, c'est de pouvoir aller vers les laboratoires. Comment faire? Le docteur, lui, sait finalement comment est organisée la recherche française. Il a un savoir-faire qui finalement est capable de faire le lien entre l'ingénieur et la paillasse, en quelque sorte. Donc finalement, le docteur, c'est votre professionnel de l'entreprise. Donc il va vous résoudre un certain nombre de problèmes de recherche, bien évidemment, qui sont très en amont de vos problématiques de production. Et il va être en mesure de faire l'état de l'art. Cet état de l'art est indispensable pour que vous puissiez vous avancer ensuite dans votre recherche. Cette convention CIFRE, deuxième possibilité, si vous n'avez soit pas les moyens, soit pas besoin d'engager un docteur dans votre entreprise, alors petite chose importante quand même, c'est que le docteur, l'État vous propose, si vous engagez un jeune docteur en CDI pendant 2 ans, de multiplier par 2 la facture, globalement, tout ce que vous allez verser dans le cadre de ce docteur en entreprise, donc il y a le diplôme, eh bien vous allez pouvoir comptabiliser par 2 son salaire sur le crédit d'impôt. Alors maintenant, quand ce n'est pas le cas, l'État propose une autre possibilité, c'est vous utiliser entre guillemets un apprenti rechercheur, c'est-à-dire un futur doctorant, un élève qui a un master, Bac plus 5, et vous allez vous former petit à petit pendant 3 ans avec un laboratoire dans un programme de recherche. Donc il faut, l'entreprise c'est vous, un laboratoire, donc il y en a beaucoup, et un élève doctorant, d'accord? Donc ce triptyque-là permet de générer ce qu'on appelle la convention CIFRE, convention industrielle de formation par la recherche, et l'État finalement apporte 50% du salaire pendant 3 ans. Et quand vous cumulez ça avec le crédit impôt recherche, donc 30%, eh bien vous pouvez avoir une déduction de 75% au total. Donc là c'est intéressant, vous avez un Bac plus 5 pour finalement à peu près 8 à 10 000 euros par an chargé. Voilà, très rapide quand même. Conclusion. Il faut comprendre que les 3 volets que j'ai cités sont cumulables, bien sûr. Le crédit impôt recherche, c'est un atout stratégique pour votre entreprise. Ça veut dire qu'il vous faut, avant de démarrer une opération, pouvoir finalement savoir quels sont les points stratégiques que mon entreprise va devoir, finalement, où mon entreprise devra aller dans les 3, 4, 5 ans. On s'engage sur des longues périodes risquées, et parce que c'est risqué, l'État vous aide, bien sûr. Donc, là-dessus, grâce à ça,
puisque l'État vous aide, les entreprises, et on l'a vu au niveau statistique, les entreprises prennent plus de risques, puisque les entreprises investissent pour 1 euro, 1,15 €. Donc ils sont d'accord pour prendre ce risque-là. Donc la convention CIF, la question c'est qui fait quoi? Donc soit c'est un CIF, donc un élève, un futur élève, soit c'est un docteur en CDI, et l'État vous aide aussi. Bon, maintenant, le contrôle fiscal, c'est toujours plus délicat. Donc on travaille aussi avec les services des impôts pour tout ce qui est contrôle fiscal. Je précise que n'attendez pas le contrôle fiscal, c'est-à-dire ne faites pas une action sans savoir si c'est vraiment de la recherche. Donc faites du rescrit fiscal pour ceux qui veulent le faire. Et puis faites toujours un état de l'art de votre programmation de recherche. Et si vous voulez ne pas prendre de risques, engagez donc des docteurs qui vous permettront, vous allez voir, d'être dans un cercle vertueux vers des programmes de recherche. Voilà. Merci beaucoup. On va tout de suite demander à François Bertrand de la Banque publique d'investissement France et non plus Oseo de présenter la suite. Et il y a une petite faute de frappe, puisque je crois que vous êtes chargé de plusieurs affaires à la Banque publique d'investissement. Oui, non, c'est bon. Voilà, donc BPI France, donc c'est une nouvelle structure, hein, on va vous expliquer tout ça. Donc je vous présente, j'ai un petit plan de présentation. Donc déjà, expliquer ce que c'est BPI France, parce que c'est vrai qu'on est nouveau, hein, on a été créé officiellement au mois de décembre 2012, et puis c'est opérationnel sur le terrain depuis juillet de cette année, donc c'est tout récent. Après, expliquer un peu nos métiers. Hein, moi, je m'occupe de l'innovation, mais BPI France, on ne fait pas que de l'innovation. Et puis après, on parlera des innovations, des outils complémentaires au crédit un peu recherche. Et puis après, je vous donnerai mes coordonnées et les coordonnées de mes collègues qui s'occupent de la Vendée. Alors, qui on est donc? Ce que je vous disais, c'est une nouvelle structure hein, qui a été créée il y a quelques mois. C'est une volonté politique. Hein, ça faisait partie du projet, du programme électoral de François Hollande, de créer une grande banque publique d'investissement. Hein. Donc BPI, c'est une banque publique d'investissement. Et cette structure a été créée. Donc vous avez ici BPI France et on a 2 actionnaires à parité égale. Donc d'un côté l'État et de l'autre côté la caisse des dépôts et consignations. Et ensuite, ce BPI France, c'est une sorte d'holding qui a 2 filiales. BPI France Financement, qui reprend exactement les équipes, les produits, et on est aussi dans les mêmes locaux. Donc BPI France Financement, c'est ce que les gens connaissaient, donc c'est Oseo. Et BPI France Investissement, c'est une volonté de rapprocher des structures qui interviennent en fonds propres dans les entreprises de toute taille. Donc, c'est des structures qui étaient assez parisiennes. C'est le FSI Région, CDC Entreprises. Donc, des structures qui étaient quand même essentiellement parisiennes et à volonté d'essayer de régionaliser l'activité de ces structures, de les rapprocher du terrain, donc de renforcer les équipes en région et puis aussi d'augmenter les montants de décision, puisque tous les investissements jusqu'à 4 millions d'euros, donc ça fait déjà une belle somme, 4 millions d'euros en termes de prise de participation, toutes ces décisions-là, donc jusqu'à 4 millions d'euros, seront prises en région. Donc voilà BPI France en 2 mots. Ensuite, donc voilà. Donc nos activités, donc si vous voulez, il y a toujours une volonté des pouvoirs publics de dire il faut qu'on crée un guichet unique, un guichet unique qui sera le guichet unique des entreprises pour accompagner les entreprises donc sur tout ce qu'on peut imaginer, sur le financement, sur la qualité, sur l'export, etc. Bon, si vous voulez, de chez nous, la notion de guichet unique, ça paraît toujours un petit peu compliqué, ça paraît toujours un petit peu utopique parce que, si vous voulez, on peut pas tout connaître. Donc, il y a des réseaux qui existent. Je pense que plutôt le guichet unique est plutôt remplacé par du travail en réseau. Donc, en Pays de la Loire, si vous voulez, il y a un réseau qui fonctionne bien entre les chambres de commerce, les pôles de compétitivité, les clusters, les structures de développement économique, les chambres de commerce, BPI France. Je pense que j'en oublie, donc j'ai peut-être vexé quelques personnes dans la salle, mais si vous voulez, ce réseau-là existe et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à cette notion de guichet unique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'au niveau de BPI France, on a quand même un certain nombre de métiers, donc l'innovation, dont on parlera tout à l'heure plus en détail, la garantie, donc des garanties de prêts accordés par les banques, notamment aux entreprises, tout ce qui est financement,
Donc financement classique, c'est souvent du cofinancement avec votre banque, mais ça peut être du financement de bâtiments, de véhicules, de matériel, etc. Donc du financement sous forme de prêts à long moyen terme ou de crédit bail. L'aspect fonds propres, donc on a déjà parlé tout à l'heure, et puis l'aspect export qui va se développer, puisque BPI France, on est en train de se rapprocher du BPIFrance et de la COFAS. Donc le personnel du BPIFrance et de la COFAS en région sont maintenant hébergés dans les locaux de BPI France. C'est pas on n'a pas intégré ces gens-là dans notre structure, mais on les héberge, et donc ce qui permet des échanges d'informations. Alors l'innovation, on a une approche assez pragmatique, et l'idée de base, c'est de dire qu'on peut accompagner les entreprises à tout stade de leur innovation. Donc au départ, souvent il y a une idée. Donc si j'ai une idée, souvent il faut valider cette idée par une approche technique en travaillant avec un centre de compétences, par une approche marché. J'ai une idée, mais est-ce qu'il y a un marché? J'ai une idée, mais est-ce que je peux la breveter? Donc souvent il y a une étape de faisabilité. Une fois que votre idée est validée, éventuellement on peut avoir une activité de renforcement de fonds propres, et puis après généralement il y a ce qui coûte cher, c'est une partie c'est tout ce qui est le développement de votre idée, c'est-à-dire que vous avez une idée, vous l'avez validée, mais après c'est bien de valider votre idée par des études papier, mais il y a un moment où il faut réaliser des prototypes, des maquettes, tester, etc. Donc c'est toute la partie développement de votre projet. Et si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de BPI France, on a toujours la volonté de partager le risque avec l'industriel. Si vous voulez, on est une mission de service public, donc d'aider les gens à se lancer dans l'innovation, à prendre un risque. Et on se dit que la meilleure manière de partager le risque, c'est de partager le risque financier avec l'entreprise. Et ce qu'on constate aussi, c'est que quand vous êtes au départ de votre projet, ça coûte souvent pas très cher de valider des faisabilités. Par contre, c'est souvent des démarches très, très risquées. Donc, sur les premières phases, on va plutôt financer sous forme de subvention, avec des montants relativement limités, c'est souvent jusqu'à 50 000 euros. Et puis, plus on avance dans le procédé de développement d'innovation, on va passer sur des développements où là, les gens ont déjà des choses un peu plus concrètes. Donc là, on va plutôt intervenir sous forme d'avance remboursable, c'est-à-dire de prêt à taux zéro, avec un différé, et l'entreprise nous rembourse si le projet aboutit. Et puis, quand on est en phase de lancement industriel commercial, on estime que si l'entreprise est en train de lancer son produit, c'est que le produit est déjà bien avancé, qu'il y a déjà de belles perspectives commerciales, et donc sur des phases de lancement industriel et commercial, on sera plus sous forme de prêt. Il vous reste 5 minutes. Comment ? Il vous reste 5 minutes, on va y arriver. Donc c'est ce que je vous disais, on reprend la même chose. Les parties les plus risquées, ce sont les parties les plus amont, et les parties les plus risquées, on est plus sous forme de subvention. Sur le développement, sous forme d'avance remboursable ou de prêt à taux zéro, la différence est relativement limitée. L'avance remboursable, comme son l'indique, c'est remboursable en cas de succès de votre projet. Le prêt à taux zéro, vous engagez dès le départ à nous rembourser. Bon, il y a aussi des ferrets, mais l'entreprise s'engage à nous rembourser dès le départ. Par contre, il y a des avantages, c'est que le prêt à taux zéro est complètement compatible avec le crédit impôt recherche. Alors que l'avance remboursable, les services fiscaux estiment que tant que vous ne l'avez pas remboursé, il y a un risque que l'entreprise ne rembourse pas BPI France. Donc, c'est-à-dire que quand on vous verse une tranche d'avance remboursable, il faut déduire cette tranche de votre assiette de crédit impôt recherche, et quand vous remboursez BPI France, vous le réintégrez dans votre crédit impôt recherche. Et puis, ce que je vous disais, quand on arrive sur du lancement industriel commercial, on n'est plus sur le système de prêt. Alors, si vous voulez, il y a tout un dispositif en termes d'aide. Et c'est un peu ce que le guichet unique, là. Vous parlez au même temps au nom de la région et BPI France. Oui, alors ce guichet unique, en termes d'innovation. Alors c'est vrai qu'en termes d'innovation, j'ai pas dit, mais vous voyez qu'ici, il y a les couleurs de BPI France, mais il y a aussi les couleurs de la région. Vous savez que la région a développé une marque, si on peut dire, qui s'appelle Territoire Pays de Loire, Territoire d'innovation. Vous savez que Monsieur Clergeau, le vice-président du Conseil régional en charge du développement économique et d'innovation, souvent il parle de pandémie d'innovation. Donc il y a une volonté très forte de la région ici des entreprises à innover. Et c'est vrai qu'il y a un partenariat très fort entre la région et BPI France. Et la région nous confie des sommes importantes pour aider les entreprises, notamment sur les premières phases, les phases de faisabilité, essentiellement les phases de faisabilité. Alors, je vais pas vous passer toutes les aides en détail, parce que ça serait un petit peu fastidieux, mais il faut retenir qu'il y a une aide qui est vraiment pour
pour démarrer, pour permettre à des artisans de valider une idée ou quelque chose comme cela, qui s'appelle la prestation, le premier pas dans le territoire d'innovation, qui est donc toujours un cofinancement région BPI France. Et l'idée de base, c'est de permettre à une entreprise artisanale qui a jamais fait d'innovation de démarrer une démarche d'innovation en faisant une faisabilité, en étudiant, en validant une idée. Donc ça peut être une validation sur l'aspect technique, je travaille avec un centre technique pour vérifier les choses. Ça peut être une validation commerciale, est-ce que mon idée est intéressante, est-ce qu'il y a un marché. Ça peut être une validation en termes de propriété intellectuelle, est-ce que mon idée est réellement nouvelle, est-ce qu'elle est brevetable, est-ce que je peux déposer un brevet, etc. Alors on voit ici, il est indiqué que c'est prescrit par les membres du réseau de développement et d'innovation, et Orion, qui nous invite aujourd'hui, fait partie de ce réseau, comme les chambres, comme les technopoles dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, dans région Pays de la Loire, dans ce réseau, il y a 200 membres, donc ça fait du monde. C'est les agents de développement économique, c'est les chambres de commerce, c'est les technopoles, c'est les comités d'expansion économique, des centres techniques, c'est l'université de Nantes, etc. Et donc, si vous voulez, cette aide-là, c'est une aide qui se déclenche très facilement. Le dossier, c'est une page. Il y a une page, parce que souvent on me dit les dossiers sont trop compliqués. Mais pour cette aide, le dossier, c'est une page. On demande simplement de remplir une page administrative. Et puisque ça finance une prestation externe, de nous joindre le devis du prestataire. Donc, c'est vraiment pour une entreprise, je me répète, une entreprise qui n'est pas innovante, c'est pour lui permettre de démarrer. Et c'est quelque chose qui se met en place facilement. Alors ensuite, si vous voulez, on passe sur des faisabilités, mais souvent un petit peu plus lourdes. Donc là, ça peut financer des prestations externes, mais aussi du temps passé en interne, des achats de composants pour faire des prototypes ou autres. Donc là, ce que je vous disais, on est sur des phases de faisabilité risquées, donc c'est des financements qui sont codés sous forme de subventions, avec un plafond à 50 000 €, sachant que le taux d'intervention, c'est en gros le rapport entre ce que vous allez dépenser et puis l'aide, c'est généralement des taux d'intervention jusqu'à 50%. Voilà, et puis après, je vous dis, on passe, on avance dans le développement. Donc là, on est plus sur des aides au développement avec, je vous dis, les modalités de financement évoluent. Donc là, on est sur de l'avance remboursable ou du prêt à taux zéro. Si vous voulez, c'est un petit peu logique. L'avance remboursable, peut-être plus sur des projets où il y a un risque, et puis le prêt à taux zéro sur des projets où le risque est plus limité. Et là, si vous voulez, il n'y a pas les plafonds peuvent être beaucoup plus importants, puisqu'on va financer en gros entre 40 et 50% du coût du projet. Après, ce que nous on regarde, c'est si vous voulez, sur un projet innovant, on regarde plusieurs choses. On regarde l'aspect innovation, donc en regardant l'état de l'art. Alors c'est vrai que l'état de l'art, souvent, les industriels connaissent relativement bien leur état de l'art. Et puis l'état de l'art, on va le faire aussi en regardant les produits concurrents, en regardant ce qu'il y a dans les brevets, etc. Donc, si vous voulez, est-ce que le projet est innovant? Pour nous, c'est quand même le premier critère. Et puis le deuxième critère, c'est bien d'innover, mais est-ce qu'il y a un marché? Donc, quel marché l'entreprise vise? Et puis aussi, comment elle va le vendre? Parfois, on voit des gens qui ont de bonnes idées, mais c'est un peu un classique, par exemple, pour les sous-traitants qui ont une bonne idée. Le sous-traitant, il a une bonne idée, mais il n'a pas de réseau commercial. Donc, il faut quand même aussi, dès le départ, réfléchir au réseau commercial. Et puis après, on regarde s'il y a les bonnes personnes d'entreprise pour mener à bien ce projet. Est-ce qu'il y a besoin de compétences externes? Et puis après, on regarde l'aspect financier. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, un projet d'innovation, c'est un projet d'investissement immatériel. Donc, quand vous investissez, vous avez un retour sur investissement, mais votre retour sur investissement ne va pas être immédiat. Donc, on va aussi regarder, on dit, OK, nous, on peut aider l'entreprise. L'entreprise peut mobiliser des dispositifs fiscaux, le crédit impôt recherche ou autres, mais on va regarder quand même dès le départ qu'il n'y a pas d'impasse financière et que l'entreprise a réellement comme les moyens de mener son projet. Monsieur Bertrand, on va aller vers la fin. Si vous voulez préparer une conclusion, juste pour dire que le PowerPoint que vous avez là sera sur le site internet de Novabuild dès demain et vraisemblablement aussi d'Orion en fonction. Voilà, si vous voulez, ma conclusion c'est simple, c'est que on essaie de s'adapter au cas par cas. Donc on a une grille d'analyse.
Mais bon, le principe, c'est que vous avez, donc là, c'est les coordonnées de mes collègues du financement. Vous avez mes coordonnées à moi ici, et le principe, c'est que vous m'appelez, vous m'expliquez votre projet, et puis alors, ensuite, je viens vous voir, et puis on en parle en tête à tête, et puis on imagine les dispositifs qu'on peut mobiliser, les partenaires qui peuvent être intéressants à aussi mobiliser sur votre projet, etc. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de règles, mais l'objectif, c'est quand même de vous rencontrer, et puis ensuite d'essayer de faire un peu du sur-mesure et de s'adapter au mieux à vos besoins. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure du guichet unique, et c'est vrai qu'en Pays de la Loire, le guichet unique est un guichet multiple avec une seule voie en fait. Le côté unique, c'est la seule voie, et on entend souvent des entreprises, quand on va visiter les entreprises, qui nous disent « Ah, moi je suis très chambre », ou moi je suis très technopole, ou moi je suis très agence de développement local, je suis en contact avec Orion. Et il n'y a pas une porte d'entrée qui soit meilleure que l'autre. La bonne porte d'entrée, c'est celle avec laquelle vous avez le plus de proximité. Et donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de terminer cette table ronde sur l'accompagnement à l'innovation, à l'accompagnement financier par votre contact quotidien. Donc Stéphanie Arnoux, je vous donne la parole pour quelques petites minutes. Merci. Donc moi, je vais vous présenter, parce que là, vous avez eu des présentations sur les dispositifs, les financements. Je vais vous présenter une nouvelle structure, en fait, qui a ouvert ses portes le mois dernier sur le territoire de La Roche-sur-Yon agglomération, donc qui s'appelle Proxinov. Proxinov pour proximité et innovation. Donc ce bâtiment qui est basé à La Roche-sur-Yon, si vous voyez, c'est derrière le parc des expositions des Oudéries, près de la Maison des Communes. Donc ce nouveau bâtiment, qui est dédié à l'innovation et à la robotique, accueille 2 structures du même nom. Une plateforme régionale d'innovation robotique Proxinov et un centre de ressources en innovation Proxinov. Donc la première structure, donc la plateforme régionale, travaille en fait sur l'accompagnement des entreprises régionales, puisqu'elle est soutenue par le Conseil régional des Pays de la Loire. Nous avons donc sur le site un plateau technique de 600 mètres carrés avec des robots industriels et une équipe dédiée, un technicien et un chargé de projet responsable du suivi de projet, qui accompagnent les PME, PMI de la région dans leurs projets de robotisation. L'objectif est vraiment d'aller très en amont sur le besoin des entreprises, d'aller sur site, dans les usines, pour voir vraiment quel est le besoin, faire un diagnostic qui est gratuit. Donc le chargé de projet vient en entreprise, fait son diagnostic et peut ainsi établir un premier cahier des charges pour un futur projet. Ensuite, la plateforme regroupe donc des adhérents, intégrateurs robotiques, des industriels, des constructeurs de robots qui font qu'on travaille en réseau. Et donc, on peut apporter un accompagnement et du conseil auprès des entreprises dans leurs projets. Vous avez en fait les coordonnées de la personne en fait qui est responsable de projet sur cette plateforme régionale d'innovation, qui est Claire Dumas. Et vous aurez des petits flyers aussi qui seront à disposition. Donc, je parlais de 2 structures sur Proxinov. La deuxième structure, c'est le centre de ressources en innovation. Donc, sur lesquels je vais bientôt être basée. En fait, on a pour vocation d'accompagner les entreprises et de les conseiller, mais aussi de les sensibiliser dans leur démarche d'innovation et en matière d'innovation de façon générale. On a tout d'abord une démarche personnalisée avec les entreprises du territoire. On est soutenu donc par le territoire de La Roche-sur-Yon agglomération. Donc on rencontre les entreprises pour les conseiller, les accompagner dans la construction de leurs besoins, de leurs projets, identifier leurs besoins, chercher les bonnes compétences pour répondre à leurs besoins. Donc on est vraiment un point de contact sur le territoire et on l'a dit tout à l'heure, on travaille donc en réseau au niveau régional au sein du réseau de développement de l'innovation. Donc ensuite on relaie vers les bons partenaires, que ce soit les financeurs comme BPI France, mais aussi d'autres partenaires des centres techniques spécialisés sur tel ou secteur d'activité, ou encore par exemple comme Novabuild qui là est spécialisé dans le bâtiment, comme aujourd'hui c'est le sujet pour lequel on est réunis. Donc on est un point de contact sur le territoire, on accompagne les entreprises, tout secteur d'activité, de tout métier, artisans, industriels, commerçants,
qui ont un projet innovant et qui souhaitent être accompagnés dans la construction de leur projet. Proxinov, c'est aussi donc un bâtiment. Donc je vous ai parlé pour la plateforme régionale d'innovation du plateau technique que l'on a avec les robots industriels. Mais on est aussi centre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a des bureaux qui sont mis à disposition d'entreprises innovantes qui veulent se lancer et s'implanter sur le territoire. Et puis on a aussi des salles de conférences et des salles de réunion, puisqu'on est un lieu d'animation ouvert aux entreprises et à nos partenaires sur l'innovation, qui veulent venir faire des réunions, faire des séminaires sur le lieu. On est aussi une vitrine parce que on accompagne, on conseille, mais on a aussi pour vocation de promouvoir les projets innovants du territoire et des entreprises du territoire. Donc on a un showroom de 150 mètres carrés où à l'avenir, on va pouvoir aussi mettre en avant les projets, les produits, les process innovants qui auront été portés par les entreprises du territoire. Donc en conclusion, je dirais que voilà, Proxinov, c'est une nouvelle structure sur le territoire qui peut vous accompagner et un point de contact et un relais vers d'autres partenaires en région en matière d'innovation. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, avant de passer la parole à la salle, Novabuild, comme on l'a indiqué tout à l'heure, est bien conscient à la fois qu'il y a une sorte d'urgence à l'innovation aujourd'hui dans le secteur du BTP pour les raisons qu'on a indiquées, et en même temps une non-habitude des processus, des contacts, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu cette urgence qui s'imposait à nous tous. Et donc, on a voulu faciliter l'accès à l'innovation en lançant un appel à projet. Donc, vous avez sûrement vu passer ce petit visuel et une plaquette vous sera distribuée. Un appel à projet qui se termine le 4 décembre prochain. L'idée, c'est un peu comme on l'indiquait tout à l'heure, plutôt que de déposer un très gros dossier sans savoir s'il va aboutir, déposez-nous une intention, une note d'une 30aine de lignes, nous disant ben voilà, on ne sait pas si ça fait partie des projets qui peuvent être soutenus financièrement ou pas, ou soutenus par un centre technique, mais on a envie de faire quelque chose qui va, c'est même peut-être pas l'innovation de rupture, qui va au moins pour nous dans l'entreprise changer quelque chose qu'on n'avait pas fait encore jusqu'à maintenant, qui existe ailleurs, tant mieux, mais que nous, on a envie d'appliquer dans notre entreprise. Donc, écrivez-nous ça. On pense que ça va coûter autour de temps, mais peut-être un peu plus, un peu moins. Écrivez-nous donc de façon assez simple, avant le 4 décembre. Nous avons un conseil scientifique et technique avec, on va dire, les laboratoires de recherche français les plus réputés qui sont autour de la table et qui vont prendre du temps pour examiner votre projet, et puis les deux financeurs principaux, Banque publique d'investissement d'un côté, BPI France et la région des Pays de la Loire, qui vont lire votre intention et nous reprendrons contact avec vous pour vous amener à approfondir votre dossier et obtenir votre aide. Donc n'hésitez pas, c'est, je pense, une petite heure de travail dans la première étape pour vous lancer, et surtout pour démarrer un processus. On parlait d'itération tout à l'heure, c'est un mot un peu techno, pour dire que l'innovation, ça passe forcément par des allers et retours, et que ces allers et retours, Novabuild est un de vos partenaires pour le mettre en place. Alors voilà, c'est terminer une journée entière sur l'innovation par les questions de financement, c'était peut-être pas le plus digeste, mais nous l'avons fait. Alors maintenant, à vous les questions. Alors il y a une demande. Je ne suis pas une PME, hein, je suis architecte, vous savez, mais je suis une PME. J'ai un projet innovant ou d'innovation, enfin bref. Avant d'aller voir directement la personne qui finance, François Bertrand, est-ce que vous pouvez m'expliquer la chaîne un petit peu? Parce que j'ai eu une première étape où on nous expliquait comment l'État, avec des critères, etc., pouvait amener de la matérise, docteur, pour aider l'entreprise peut-être à développer son projet innovant. J'ai cru comprendre après qu'on avait des possibilités de financement. Et puis après, alors c'est un peu moins clair, je m'excuse pour vous, c'est la région, alors en gros, je ne sais pas trop où j'en suis là. Si par exemple j'ai une idée de robot,
je me fais financer, puis après je vais voir aussi la région avec ses... Comment ça se passe? Vous êtes une émanation de la région, c'est subventionné, c'est payant au service? Alors oui, c'est pas bien si j'ai pas été claire. non. Mais en fait, on est les deux structures qui sont sous Proxinov, on est financé et on est soutenu par les collectivités, donc La Roche-sur-Yon Agglomération et le Conseil régional des Pays de la Loire. Pour la robotique, alors la plateforme donne un service, mais aussi des conseils gratuits, des diagnostics gratuits en entreprise. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais, Proxinov, on est un point de contact sur le territoire. Même avant, j'allais dire peut-être, si vous avez des questions, avant d'aller voir les financeurs. Parce qu'on peut vous conseiller aussi sur quel financement est mieux adapté à votre projet, votre besoin. Donc on est un point de contact et nous, en fait, on renvoie vers la BPI, vers le CIR, vers le dispositif Jeune Entreprise Innovante. Et on peut même vous accompagner dans le montage de dossiers et le dossier de demande d'aide. Voilà. D'autres questions? Dans le fond de la salle. Bonjour, Julie Barthélémy, Société Axe 303. Dans l'hypothèse où un projet d'innovation est soumis à l'ALAP de Novabuild et n'est pas reçu, peut-il quand même passer par la BPI France ou par la région directement? En fait, l'appel à projet de Novabuild est un outil d'alerte. On a créé, nous, de toutes pièces, un outil d'alerte des deux collectivités, des deux financeurs. Et quel que soit... on va faire en sorte que s'il y a un financement possible, on vous trouvera ce financement. La région, par exemple, nous a dit on ne va pas se fermer sur des financements spécifiques, on ouvre la possibilité à tous les financements du conseil régional. Si jamais il y a par exemple, le Axe 303, à l'origine, c'était une demande de création d'un groupement. C'est un financement très spécifique, la création d'un groupement. Ben si là, ici, dans la salle, il y a des artisans, des entreprises qui ont envie de créer un groupement, est-ce que c'est l'innovation, c'est pas de l'innovation? Ben, peu importe, ils nous déposent l'intention et on fera en sorte, c'est comme une alerte. Nous dirons, bah, tiens, on a envie de faire quelque chose, et puis l'accompagnement se fera. Ça se fera peut-être pas par la BPI, peu importe. L'important, c'est que vous nous aurez envoyé un message nous disant, bah, il est en train de se passer quelque chose, est-ce que c'est possible d'être accompagné? Vous avez des... Est-ce que quand on lit les critères d'innovation, on parle aussi bien d'innovation technologique que d'innovation organisationnelle? Non technologique. On ne commençait pas à la définir, on dit non technologique. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez un quota de projets qui va être reçu sur l'un ou l'autre des aspects? Tout le monde va répondre à ça, mais je vais commencer là-dessus. Donc nous, en tout cas, on ne souhaite pas qu'il y ait de quota. Ce qu'on sait, c'est qu'on a fait un peu pression pour que cette innovation non technologique soit admise. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, dans la table ronde précédente, les personnes qui étaient autour de la table disaient, dans le bâtiment, ce dont on a le plus besoin, c'est le travailler ensemble. Et le travailler ensemble, ben, c'est l'innovation technologique si on veut le mettre en place. Et donc, non technologique si on veut le mettre en place. Et ça peut être des modules, ça peut être des plateformes à mettre en place, enfin, plein de choses. On ne sait pas très bien à quoi ça peut ressembler aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'antériorité. Mais en tout cas, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de critères de quantité de subventions. Ensuite, on n'est qu'au début, et c'est peut-être ce que va dire notre collègue de la BPI. C'est des choses qu'on démarre, donc nous, on fera tout pour que les entreprises soient accompagnées, mais peut-être que les financeurs trouveront ça un peu éloigné de leurs habitudes. Ben, on remettra le travail sur la planche pour que ça revienne et qu'on obtienne le financement au bout du compte. Oui, alors... Ça marche. Oui, alors si vous voulez, au niveau de BPI France, hein, pendant très longtemps, quand on parlait d'innovation, c'était sous-jacent, c'était une innovation technologique. Le conseil régional, ici, depuis 1 an et demi, nous a dit c'est bien beau, mais il faut aussi s'intéresser à l'innovation non technologique. Donc, ils nous ont confié 500 000 € pour la première année. On a commencé à travailler avec eux sur l'innovation non technologique, donc surtout sur des phases de faisabilité. Et on s'est dit plutôt que vouloir complètement définir ce que c'est l'innovation non technologique,
on s'est dit on va partir sur l'idée qu'il faut qu'il y ait un risque pour qu'on puisse intervenir, qu'il faut que ce soit différenciant et qu'il y ait un potentiel économique. Voilà un peu nos 3 critères de base. Et on s'est dit, les entreprises qui nous présentent un projet qui paraît intéressant mais non technologique, on le prend et puis on a une réunion tous les 15 jours, un mois, tripartite entre le conseil régional, le réseau de diffusion d'innovation et BPI France. On dit, on a ce projet-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on ne le prend pas? Est-ce que c'est quand même de la techno? Est-ce qu'il n'y a pas de techno? Donc, si vous voulez, on regarde ce qu'il en est. Et alors, ce qu'on voit actuellement, alors, si on fait un petit résumé de cela, on a dû avoir, sur un an et demi, on a dû avoir 200 projets qu'on a accompagnés. Donc, c'est quand même des choses importantes. Et c'était souvent pas mal de services qui étaient basés sur l'utilisation d'Internet. Donc des services d'échange d'informations, de location entre particuliers, un certain nombre de nouveaux services souvent qui étaient basés sur l'utilisation d'Internet. Mais si vous voulez, je crois qu'il ne faut rien s'interdire. Je crois que ce qui intéresse tout le monde, tous les agents qui font de développement économique, c'est que les entreprises se développent, créent de la valeur et créent de l'emploi. Donc après, il y a aussi la région qui a lancé l'opération 1000 projets, où l'important c'est qu'il y ait des entreprises qui se mettent ensemble pour faire quelque chose ensemble. Ça peut être acheter un bâtiment. Les exemples que la région prend, ça peut être des commerçants qui font des marchés, qui vont acheter un camion pour faire les marchés ensemble, des choses comme cela. Donc je crois qu'il faut pas vous limiter dès le départ. Il faut dire j'ai un projet, il y a un potentiel économique, et puis une fois que vous avez un projet qui paraît sérieux, il y a un potentiel économique, je pense qu'on trouvera, peut-être pas chez nous, mais peut-être à la région, peut-être ailleurs, on trouvera un financement pour votre projet. Alors, Gérald Touan. Oui, donc nous, pour ce qui est du crédit impôt recherche, en tout cas de l'État, ce qui est pris en charge, c'est la notion d'innovation de produit. C'est-à-dire que tout ce qui est organisationnel, si ça donne lieu à un produit qui pourrait être, par exemple, un logiciel qui pourrait être vendu à un moment donné et qui pourrait être utilisé par d'autres entreprises donc, pour accéder à un marché de l'organisation, si on peut dire, lui, ça pourrait être pris en charge. Et il faut bien que derrière, il faut bien se dire toujours une chose, ce qu'on va être capable d'imaginer, ce que vous allez devoir vous faire, c'est dans votre possible innovation, est-ce que des gens travaillent déjà dessus, le thème, donc c'est ce que j'appelle l'état de l'art, ou est-ce qu'il y a déjà des études de fait qui vous permettent de vous asseoir dessus et de les utiliser pour aller plus loin. Donc c'est ce qu'on appelle l'augmentation incrémentale des connaissances. Ça c'est important pour que vous puissiez faire appel au crédit impôt recherche. Pour ce qui est maintenant des aides, donc les aides que met en place NovaBuild, ce qu'il faut comprendre avec la BPI puis la région, c'est que c'est aussi cumulable avec le crédit impôt recherche, bien sûr, s'il s'agit de recherche. Voilà. Une dernière question pour ensuite aller visiter BH. Pas de dernière question. On va remercier à la fois Orion pour son invitation et le partenariat qu'on a pu établir aujourd'hui, et puis nos 3 intervenants. Et merci à vous de votre patience.